Mettez-vous d'accord, Jean-Marie Bordry. Soyez tous les bienvenus sur Sud Radio, nous sommes ensemble jusqu'à midi, il est 10h02 précisément. Bon début de semaine, bon courage à tous ceux qui ont retrouvé le chemin du travail. Nous sommes ensemble jusqu'à midi pour débattre de l'actualité avec toute notre équipe, Gilles Gansman notamment. Bonjour à vous mon cher Gilles, l'œil de Sud Radio sur les médias de Français de Navarre. Vous reviendrez notamment sur tout ce que nous avons pu voir à la télévision, notamment ce week-end. Nous sommes également avec Félix Mathieu. Bonjour à vous Félix. Bonjour Jean-Marie, bonjour tout le monde. Vous travaillez surtout le matin, moins le soir. Ah bah oui, c'est plus facile de se concentrer le matin, Jean-Marie. Oui, justement, et ça tombe bien parce que vous voudriez que les élèves à l'école fassent exactement la même chose que vous. On va y revenir dans un instant dans votre rubrique. C'est quoi le problème ? Au programme de cette émission, je le disais, l'actualité marquée par l'onde de choc consécutive à la mort du jeune Quentin. Ça s'est passé à Lyon. Que s'est-il passé concrètement ? Quelles seront les suites, notamment pour le parti La France Insoumise ? Est-ce que la France Insoumise sera vue de plus en plus comme un parti d'extrême gauche ou non? Voici notamment les débats que nous aurons avec nos invités et avec vous surtout au 0826 300 300. D'ailleurs, je rappelle cette règle, tout le monde a la parole sur Sud Radio, quels que soient les partis pour lesquels vous votez. Venez débattre avec nous, nous vous donnerons la parole et nous échangerons en votre compagnie. Mais avant ça, on reprend le chemin de l'école, je le disais, en compagnie de Félix Mathieu. À chaque fois qu'il est là, c'est qu'il y a un problème. C'est quoi le problème ce matin, mon cher Félix ? Faut-il concentrer les cours et les apprentissages seulement le matin dans nos écoles, nos collèges et nos lycées? Tiens, c'est une question qu'on vous pose aussi à vous qui nous écoutez. Si vous êtes parent d'élèves, 0826 300 300. Si vous êtes prof, c'est le même numéro. Donnez-nous votre avis. Pourquoi concentrer les cours, les apprentissages le matin ? Bien, Emmanuel Macron rouvre le débat et un groupe scolaire bordelais se veut précurseur dans le domaine, Félix. Oui, des journées plus courtes, c'est ce que propose Emmanuel Macron, plus concentrées sur les matinées avec, c'est ce que dit le chef de l'État, dans l'idéal, des journées qui commenceraient un petit peu plus tard, mais qui se termineraient un petit peu plus tôt. Alors la contrepartie, dit le chef de l'État, ce serait peut-être d'avoir des vacances scolaires un peu plus courtes pour compenser, parce qu'il faut quand même faire rentrer le programme scolaire dans tout ça. C'est vrai que c'est quelque chose qui est souvent dénoncé dans notre pays. Les petits Français ont des journées quand même plutôt plus chargées que chez beaucoup de nos voisins. Dans des vacances plus longues d'ailleurs. Oui, des vacances plus longues aussi, c'est vrai. Dans beaucoup de lycées, ça va être cours parfois de 8h30 à 18h, donc ça peut être difficile de rester concentré toute la journée, alors que chez beaucoup de nos voisins, les après-midi sont, on va dire, un peu plus allégés qu'en France. Le sujet est inflammable. Une fois qu'on a dit ça avait même, je ne sais pas si vous vous souvenez, entraîné la démission d'un ministre de l'Éducation nationale il y a une dizaine d'années, le départ d'un ministre de l'Éducation nationale, Vincent Payon, au moment de la réforme des rythmes scolaires. Déjà, il y avait un peu cette idée de répartir un peu plus sur la semaine, sur 5 matinées en primaire, les rythmes scolaires. Dans la mise en place, ça n'avait pas trop suivi, ça avait été un peu compliqué. Comme quoi, le sujet est complexe, mais il se pose toujours ce problème, à en croire Emmanuel Macron, qui a donc remis ce sujet sur la table. Vous aviez plus de mal à vous concentrer l'après-midi, Félix, vous ? Oui. Gilles ? Non, moi ça allait, mais c'est vrai qu'en Angleterre ou dans des pays comme en Allemagne, c'est vraiment... Le rythme est différent. Le rythme est différent, mais la culture est aussi différente. Que ça soit, on déjeune pas beaucoup en Angleterre. Et on déjeune mal en plus, en général. Mais on prend un petit déjeuner fort, donc il y a aussi de la culture française qui est aussi différente. Et puis aussi, il y a un système de bus, comme aux États-Unis pour les enfants. Et souvent, accompagner son enfant à 9h à l'école, c'est un peu compliqué pour les parents qui travaillent. Mon cher Félix, vous avez bien noté qu'un groupe scolaire bordelais se targue, lui, d'avoir déjà mis en place ce que propose vaguement Emmanuel Macron. Oui, sur le principe, une semaine basée sur 5 matinées d'apprentissage au groupe scolaire privé. Le Mirail, c'est du côté de Bordeaux. C'est quasiment un slogan là-bas. L'école du matin, le collège du matin, le lycée du matin, des cours purs et durs le matin, puis des ateliers de l'accompagnement individualisé l'après-midi. Les cours au collège, au passage, ont aussi été réduits à 45 minutes seulement, histoire de vraiment rester sur le temps optimal de concentration des élèves. Alors c'est vrai que c'est cette réforme qui semble si inatteignable au niveau national, visiblement elle est plébiscitée quand un établissement se lance, puisque le chef d'établissement va nous le dire, mais je crois que ça fonctionne plutôt bien, ça se bouscule au portillon. Publique ? Privé, le Mirail. Voilà. Groupe scolaire Le Mirail, ça fait école primaire, collège et lycée. C'est pour ça qu'ils ont pu le faire. Voilà, et nous sommes en ligne avec Gérard Coucharière, le chef d'établissement de cet ensemble scolaire Le Mirail du côté de Bordeaux. Bonjour Monsieur Coucharière.
Bonjour. Soyez le bienvenu sur Sud Radio. Vous êtes directeur, principal ou proviseur alors, si vous faites absolument toutes les écoles dans votre groupe scolaire? En fait, si vous voulez, mon groupe scolaire est un groupe de l'enseignement privé. Donc, mon titre, c'est chef d'établissement. D'accord, chef d'établissement, tout simplement. On aurait dû se lever, d'ailleurs, rappelez-vous, quand nous étions au collège, nous nous levions quand le principal entrait dans la salle. J'ai une question très concrète à vous poser d'abord, Monsieur Coucharière, c'est quels sont les horaires précis des cours des élèves qui viennent dans votre établissement? À quelle heure ils commencent et à quelle heure ils arrêtent? Je parle des cours théoriques. Alors, nous, les cours sont organisés, alors à l'école, c'est 8h30, 14h. Au lycée et au collège, c'est 8h, 14h. Sachant que pour le collège, donc c'est l'école 45 minutes, l'école c'est sur 5 jours et le lycée, on est sur 6 matinées. 6 matinées, pareil, 8h, 14h, c'est ça? Oui, tout à fait. Alors. Parce que pour ce qui est de 8 heures, notre établissement est en plein centre-ville à Bordeaux. Et en fait, on se rend compte que rentrer à 9 heures sera un vrai problème pour les familles. Bordeaux étant la ville la plus embouteillée de France, si j'ai bien vu les chiffres. Et les embouteillages commencent à partir de 8h15, 8h30. Ce qui fait que le fait d'embaucher à 8 heures est quand même mieux pour les familles. Donc les bouchons bordelais vous ont conforté dans votre choix, tout simplement? Oui, tout à fait, oui, tout à fait. Est-ce que vous avez noté une meilleure concentration des élèves, disons à 9 heures, par rapport à ce qu'ils avaient dans le temps à 16 heures chez vous? Mais en fait, au niveau de la concentration, oui, surtout en fin de semaine. On s'est rendu compte que, par exemple, au lycée, travailler le samedi matin était moins fatigant que travailler le vendredi après-midi. Par contre, ce qui est évident, et dès le départ, quand on a mis ça en place au siècle dernier, en 1998, c'est que quand on commence le matin, on n'est pas là en train de faire « je suis là jusqu'à 17h ou 18h ». La journée commence et elle est bientôt finie. Oui. Voilà. Alors, effectivement, il y a une concentration plus importante le matin. Alors, il est 14h, on va à la cantine, et qu'est-ce qui se passe après, dans ma journée? En fait, ils n'ont pas 6 heures de cours, ils n'ont que 5 heures de cours. Il y a 1 heure de pause pour le repas, soit de 11h à midi, soit de midi à 1h, parfois à 13h. Et l'après-midi, il se passe quoi alors? C'est quoi ma journée? Eh bien, le principe en fait fondamental, alors pour les grands, c'est ils ont le choix, ils peuvent rester à l'établissement, il y a des professeurs qui restent là pour les aider, on a mis des ateliers en place. En fait, si vous voulez, on a organisé les après-midi pour ceux qui le souhaitent. Il faut savoir qu'on a plus d'une centaine de sportifs entre guillemets de haut niveau régional, qui sont avec les partenariats avec les clubs sportifs qui permettent des entraînements plus tôt. Pour les tout petits à l'école, on assure un service où en fait les parents peuvent les récupérer à 14h, mais ceux qui peuvent à 16h, d'autres à 17, d'autres à 18h, ça va dépendre. Et donc l'après-midi est organisé sur des ateliers de la garderie en fin de journée, mais enfin permet aux parents de les prendre à l'heure où ils le souhaitent. Et ça veut dire qu'en moyenne, par exemple, un lycéen au groupe scolaire Le Mirail à Bordeaux, il a combien d'heures de sport la semaine? Mais on a des ateliers sportifs, mais culturels. C'est-à-dire qu'en fait, nous, si vous voulez, moi j'ai beaucoup de jeunes qui en fait font cours de 8h à 14h, et puis à 14h, ils rentrent chez eux, font leur travail, avec à leurs occupations. Ça, c'est 70% de nos lycéens, et je dirais 50-60% de nos collégiens. Qui sont libres chez eux quand leurs parents travaillent tout l'après-midi, ça c'est effectivement assez intéressant. Oui, donc ça veut dire qu'ils peuvent partir jouer à la console? Bah pourquoi pas, mais... Est-ce que vous savez à peu près comment ils s'occupent? Au niveau des écoliers, oui. On a des familles qui les récupèrent tôt, mais autrement, on a des écoliers, presque la moitié, qu'on garde jusqu'à 16h, 17h, voire 18h. Alors, est-ce que vous avez vu entre 98, c'est ça que vous avez dit, une amélioration des notes et des résultats par rapport à l'année 97? Est-ce que les 2 ans qu'ont suivi cette expérience, vous avez vu une augmentation du niveau et des notes de vos élèves, quel que soit au collège ou au lycée? Mais en fait, autrefois, moi j'avais que le lycée. Autrefois, quand on a commencé, c'était que le lycée du matin. D'accord. Et les résultats scolaires tournés n'étaient pas très bons, même assez mauvais en fait, en 60-70% les meilleures années. Et actuellement, on tourne à 97%. Ah oui, donc vous avez vu une
le 10h midi, mettez-vous d'accord, Jean-Marie Bordry. Faut-il changer les rythmes scolaires, arrêter de concentrer les cours toute la journée à l'école, au collège ou au lycée, et plutôt les concentrer le matin? C'est la question qu'on se pose ce matin avec Félix Mathieu et Gilles Ganzmann, en revenant notamment sur cette expérience du groupe scolaire bordelais Le Mirail, qui a mis en place ses cours en gros de 8h à 14h, avec des activités beaucoup plus libres ou variées l'après-midi. On en parle avec vous tous sur Sud Radio, on en parle avec notre invité, le directeur de cet établissement, Gérard Coucharière, pardonnez-moi, qui est notre invité, chef d'établissement de l'ensemble scolaire Le Mirail à Bordeaux. Et nous sommes aussi avec Nathalie au 0826 300 300 de Juvisy-sur-Orge. Bonjour Nathalie. Bonjour. Vous êtes prof d'anglais au lycée? Oui. Est-ce que vous êtes séduite par l'expérimentation de ce groupe scolaire bordelais? Alors je le connais, je ne veux pas porter un avis sur ce que je ne connais pas bien. Donc j'ai pas regardé ce que faisait Le Mirail. Si c'est favorable, pourquoi pas. Mais de manière générale, là, on vient nous apporter le fait qu'il faudrait des cours le matin. C'est vrai, peut-être, hein. Le matin, ils sont plus efficaces que l'après-midi. Et puis, effectivement, raccourcir les vacances. Alors, deux choses. La première, c'est que c'est impensif. On a toujours vanté les mérites du matin avec l'absence de cours l'après-midi, mais moi j'y vois pas ça. Hein. J'y vois en fait l'excuse du bien-être. On croit donner du bien-être aux élèves. En tout cas, c'est ça qu'on nous vend. On n'a pas d'ailleurs demandé l'avis des professeurs. Il n'y a pas de budgétisation non plus si c'est à l'échelle nationale. Et moi je pense que c'est pour un lissage des heures des enseignants en raccourcissant les vacances. Moi, je veux bien, ça peut être très très bien. Le problème, c'est qu'on n'arrive même pas à payer nos maîtres vacataires. Hein. Donc, ce qui fait qu'en fin de compte, il y a des classes sans prof. Il faut déjà avoir des professeurs. Et qu'est-ce qu'on fait des élèves l'après-midi? Ça se budgète tout ça et c'est très cher. Donc, on voit déjà qu'on n'a même pas l'argent pour payer les enseignants, les vacataires, et on va commencer à avoir ce genre de politique. À mon avis, c'est infaisable, et je pense que c'est pas pour les bonnes raisons. Ça n'est pas, à mon sens, pour le bien-être des élèves. C'est pour torpiller les enseignants, tout simplement. Parce que si c'était vraiment pour le bien-être des élèves, ça serait fait depuis longtemps. Et de surcroît, eh bien, il y a aussi une économie française qui tourne l'été et qui a besoin de cette économie. Donc, je pense que tout ça besoin des est grandes vacances. Infaisable. Mais vous n'avez pas observé que vos élèves à 16h suivaient moins bien la conjugaison en anglais que vos élèves de 8h30 à 9h30? C'est normal. Bien sûr qu'ils la suivront à 16h, à 17h, à 18h. Mais le problème aussi, c'est qu'on a des classes surchargées. Elles sont de combien vos classes? On commence 30 à 34. Ah oui. Donc si on commençait peut-être par avoir moins d'élèves dans les cours, peut-être tourner à 20-24, mais ça aussi, ça demande du budget. Oui. Si on tourne à 20, ça veut dire qu'on crée d'autres classes. Or, on supprime des postes. Enfin, faut être un peu cohérent. Donc si on déjà commençait par faire des classes à petits effectifs, en langue notamment, ça serait bien joué. Alors, plusieurs choses. D'abord, parce que ce qu'on évoque, c'est une réalité dans le groupe scolaire privé Le Mirail à Bordeaux. C'est loin d'être le cas aujourd'hui dans le public, ça n'existe pas. Et ensuite, c'est qu'à l'état de vagues projets évoqués par Emmanuel Macron, évoqués aussi par un ancien ministre de l'Éducation nationale. Gabriel Attal veut reprendre la main. Notre ancien, il a été fulgurant comme Premier ministre et ministre de l'Éducation. Ses réformes étaient plutôt appréciées. Alors, en ce moment, évidemment, il est en campagne pour la présidentielle et alors il va sur tous les réseaux. Alors comme tu es sur les réseaux, tu tutoies, tu tutoies le jeune et donc il va vous tutoyer et expliquer ce qu'il pense pour l'éducation. Peut-être notre prof d'anglais pourra réagir aussi à ce qu'il propose. Démarrer les cours à 9h et les finir au plus tard à 15h30, réduire la durée des cours de 15 minutes, avoir moins de devoirs à la maison le soir. Je t'explique et je te résume toutes les propositions faites par la Convention citoyenne sur les temps de l'enfant. Depuis le mois de juin, 130 citoyens tirés au sort ont travaillé ensemble. Après 6 mois de travail, ils proposent qu'aucun cours ne démarre avant 9h du matin. Que tous les cours finissent à 15h30 à l'école et au collège et à 16h30 pour le lycée. Que les journées soient organisées en 2 blocs, les enseignements théoriques le matin et tout ce qui est pratique, art, culture, sport l'après-midi. Que les cours durent plutôt 45 minutes qu'une heure. Que tous les élèves disposent d'une large pause le midi
d'au moins 1h30. Que presque tous les devoirs puissent être faits sur le temps scolaire dans l'établissement, de revenir à la semaine de 5 jours et donc d'avoir cours le mercredi toute la journée. D'avoir pour chaque classe au moins un voyage scolaire par an. C'était Gabriel Attal, ancien ministre de l'Éducation nationale et ancien Premier ministre sur les réseaux sociaux. En quelques mots, Nathalie, prof d'anglais au lycée public, pour le coup, ça vous évoque quoi, ce que vous entendez ? Alors, j'ai en d'autres temps salué le courage de Gabriel Attal pour sa défense de la laïcité. On en avait besoin. Par contre, ce qu'il dit là, c'est beau. C'est sans budgétisation de surcroît. Et on avait essayé, nous, dans notre lycée, de faire une pause de méridienne plus grande. Ouais. Bon, ça marche pas, en fait. Elle était de quelle heure à quelle heure ? En fait, ça faisait 11h30, 13h30, deux heures de belle pause. Donc ça marche pas du tout. Ça a donné quoi comme résultat ? Rien. On a raccourci parce qu'en fin de compte, ça les faisait finir plus tard. L'après-midi, ils n'étaient plus avec nous. Et puis de mettre l'art plastique ou l'art ou la musique, l'éducation musicale l'après-midi, vous croyez vraiment que les enseignants, parce qu'ils sont en éducation musicale, on va les recaler l'après-midi forcément ? Mais non. Et puis je vois pas de quoi ils parlent, parce qu'au second degré, on a cours parfois le samedi matin, parfois le mercredi matin. Donc là, ils parlent quoi ? Du premier degré ? Donc on recommence les 5 jours où ils sont fatigués. Je vois même pas de quoi ils parlent. Je ne comprends pas. Mais en tout cas, on va demander l'avis. Et juste avant, je peux poser une question personnelle à notre prof d'anglais. Oui. Vous savez pourquoi moi j'ai aimé apprendre l'anglais ? Parce que ma prof me faisait apprendre l'anglais en étudiant des chansons qui étaient dans le hit parade ou qui fonctionnaient. Et donc j'apprenais mes chansons sur du Mick Jagger, sur des choses comme ça. Est-ce que vous faites des choses comme ça ? Oui, on le fait toujours. Ah, c'est super. Alors, à un moment donné, on nous avait un peu tapé sur les doigts. Ah ouais ? Que c'était pas... Bah oui, les hyper nous disaient bah non, c'est pas comme ça qu'on apprend du vocabulaire. Bon, ils sont revenus en arrière, donc on recommence à faire Mick Jagger. Oui, I can get no satisfaction, effectivement. Ça veut dire on est avec notre invité, je peux pas avoir de satisfaction. On est avec notre invité toujours, Gérard Coucharière, chef d'établissement de l'ensemble scolaire Le Mirail à Bordeaux, enseignant établissement privé. Quand vous entendez, monsieur Coucharière, le scepticisme de Nathalie, qui elle est prof dans le public, est-ce que vous avez fait face aux mêmes réticences dans votre établissement avec vos profs, et est-ce que vous dites que c'est pas toujours plus compliqué de faire bouger les choses dans le public que dans le privé ? En fait, c'est compliqué partout. Les réticences des enseignants sont présentes dans tous les établissements, privés ou publics. Il n'y a pas de guerre là pour le coup. C'est-à-dire, modifier les habitudes, travailler le samedi matin pour mon lycée, se mettre en place un certain nombre de choses, c'est toujours une vraie problématique. La problématique étant réglée par l'usage et l'habitude. Chez nous, ça s'est réglé assez vite. Mon établissement privé allait fermer. On est maintenant à plus de 800 élèves au niveau de l'établissement scolaire, ce qui fait que ça fonctionne. Ouais. Par contre, il y a une chose qui est sûre de tout ce que j'ai entendu. La première, c'est que d'abord, l'idée de mettre certains cours le matin et les cours dits artistiques, sportifs, etc. l'après-midi est une erreur. Nous l'avons fait, nous. Nous l'avons fait au début, puisqu'en fait, pour ne pas travailler le samedi matin, j'avais mis des cours l'après-midi. Et je peux vous assurer que si c'était à refaire, j'y mettrais les maths et le français, parce que les jeunes prenaient l'EPS pour un atelier ou l'art plastique pour du loisir. Et en plus, je trouve que c'est très dévalorisant pour les enseignants de dire votre matière est moins importante, je vous mets l'après-midi. Dans ces cas-là, si c'est moins important, il n'y a qu'à la supprimer, tant qu'on y est. Mais je trouve ça en fait un peu embêtant. Et le deuxième point, par rapport à tout ce qui est dit, ce que vous me demandez, c'est que nous avons essayé, moi j'ai essayé, j'ai des collègues qui m'ont appelé de toute la France au début des années, j'étais en 2005-2010, de toute la France pour essayer de le mettre en place, et on s'en rend compte que c'est très très compliqué. C'est compliqué parce que culturellement c'est difficile à mettre en place. Voir des élèves ne rien faire dans la cour de 14h à 15h, jouer aux cartes, téléphoner ou faire des choses comme ça, dans l'esprit de l'enseignant, c'est une catastrophe. Voilà. Ils ne s'imaginent pas qu'en partant à 16h, finalement, ils se mettent au travail. J'ai une dernière question pour vous, monsieur Coucharière. Ça concerne l'actualité de la semaine dernière, mais tout le monde en a parlé. Les élèves français qui ont de plus en plus de mal à courir, qui sont essoufflés au bout de je ne sais plus combien de kilomètres d'ailleurs. On en avait parlé avec vous, Félix. Oui, on avait que la moitié des élèves qui arrivaient à courir plus de 5 minutes et même 2 sur 10 qui n'arrivaient pas à courir plus de 3 minutes. Est-ce que c'est le cas chez vous au Mirail, à Bordeaux ou pas ?
Le problème le problème du sport, de la course, est un problème de société avec les prises de poids régulières des gens, la mauvaise alimentation, le tabac est un fléau qui est quand même beaucoup diminué, mais je veux dire, toutes ces problématiques-là font que c'est pas les jeunes et qu'on moins loin. Quand vous ferez le test à 40 ans, je suppose que vous trouveriez le même chiffre pour la population française. Il y a des chances. Donc c'est un vrai problème. Nous, chez nous, en EPS, on travaille beaucoup sur l'égalité filles-garçons et je suis assez fier d'avoir un établissement où les résultats au bac de mes filles sont un demi-point au-dessus de ceux des garçons et au-dessus de la moyenne. Ça, c'est déjà une bonne chose. EPS, je le rappelle, éducation physique et sportive. Ça rappelle quelques souvenirs. Merci beaucoup à tous ceux qui ont pris la parole, qu'il s'agisse de René, qui était d'Albi dans le Tarn, de Nathalie, à Juvisy-sur-Orge, prof d'anglais. Merci à vous d'avoir pris la parole. Et puis merci également à vous, Gérard Coucharière, chef d'établissement de l'ensemble scolaire Le Mirail à Bordeaux. On arrive à la fin du cours. C'est la récré, les amis. On va laisser Félix Mathieu retourner dormir chez lui. Il a travaillé tout le matin lui-même. Chouette. À bientôt et à demain, Félix. Merci à vous, Gilles Lanzmann. Restez avec nous. On va se retrouver dans quelques instants. L'actualité qui ne s'arrête pas. Mettez-vous d'accord. Venez débattre avec nous au 0826 300 300. On va revenir sur l'onde de choc consécutive à la mort du jeune Quentin en France. Qu'est-ce qui va se passer politiquement? Qu'est-ce que ça vous inspire? Prenez la parole sur Sud Radio. On se retrouve dans un instant. Le 10h midi, mettez-vous d'accord, Jean-Marie Bordry. Prenez la parole au 0826 300 300. On vous la donne. Venez nous donner votre avis, votre témoignage sur l'actualité. On débat de cette actualité avec nos débatteurs. Frédéric Dabi qui nous rejoint en studio. Bonjour à vous. Bonjour. Directeur général de l'IFOP, co-auteur avec Brice Sokol de L'écharpe et les tempêtes. C'est publié aux éditions de l'Aube. Évidemment, vous parlez des maires, les premiers magistrats de nos villes en cette année de municipale. On va retrouver dans quelques minutes Noémie Alioua, journaliste essayiste qui va nous rejoindre. Romain Marcilly est avec nous également. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue sur Sud Radio, directeur général de Nouvelle Énergie, le mouvement politique de la ville d'Isnard. Le maire de Cannes et président de l'association des maires de France. Nous sommes également avec Rachida Kaout. Bonjour à vous. Bonjour. Rapprochez-vous bien de votre micro, n'ayez pas peur. Vous êtes sur Sud Radio, présidente du Haut Commissariat des diasporas africaines de France. Avec vous, nous allons revenir sur l'événement de cette semaine, l'événement de la semaine dernière, l'onde de choc consécutive à la mort du jeune Quentin à Lyon, en marge d'une réunion publique tenue par l'eurodéputé insoumise Rima Hassan. Qu'est-ce qui va se passer? Quelles seront les suites? Que s'est-il passé d'abord? On va parler du traitement médiatique de cette affaire. On va parler des faits. On va parler des conséquences politiques de ce drame, notamment sur l'image de la France insoumise. Vous allez entendre notamment les résultats d'un sondage très évocateur réalisé par notre ami Frédéric Dabi. Voilà pour le programme autour de l'actualité. Mais avant ça, on rembobine ce week-end. Tout ce qui est passé à la télévision. Vous nous emmenez au musée, Gilles Lanzmann. Oui, je vous emmène au musée du Louvre. Alors c'est vraiment le débâcle, au Louvre seulement. Donc il y a eu le cambriolage, la grève des guides et maintenant, incroyable, notre Louvre tant aimé prend l'eau avec des fuites partout et des œuvres d'art qui ont déjà disparu. C'est assez incroyable, le reportage sur TF1. Le plafond du musée du Louvre est en train de pourrir sous l'eau en plein Paris. Dans la nuit de jeudi à vendredi, une canalisation a explosé juste au-dessus de l'aile de Non, là où dorment des trésors inestimables. Mais ce que personne ne te dit, c'est que l'eau n'a pas juste mouillé le sol. Elle a ravagé la peinture du plafond signée Charles Meunier. Et le plus fou, c'est que le carnage a frôlé la catastrophe absolue. Les fresques et le célèbre calvaire de Fra Angelico ont failli être détruits à jamais. C'est là que le scandale éclate vraiment. Ce n'est pas de la malchance, c'est une série noire. 3 mois plus tôt, 400 livres égyptiens étaient déjà noyés par une autre fuite. Pourtant, la réalité est effrayante. Aucune réparation n'est prévue avant septembre 2026, condamnant les œuvres les plus précieuses de l'humanité à survivre dans un bâtiment en ruine. Bâtiment en ruine, TF1 n'y va pas de main morte. Alors c'était pas TF1, je vais retrouver ce que... Encore je me disais que je ne reconnaissais pas le style. Oui, il n'y a pas de style, c'est un site web. Oui. Non. Mais je vais retrouver parce que c'est un son que j'avais depuis 2 jours. Donc oui, pas de travaux avant septembre, des livres qui sont définitivement détruits et une fresque qui est détruite. Comment on ne prend pas en main notre culture et nos musées? C'est un peu la question que je vous pose. Si j'étais directeur du Louvre, je me dirais qu'il y a des choses qui volent en escadrille en ce moment, parce que c'est pas la meilleure année. Rachida Kaout. C'est la malédiction du Louvre, là. On est en plein dedans. C'est un film. J'ai l'impression que c'est un film. Et puis, effectivement, je suis en train de me poser la question. Je me dis, mais finalement, qu'est-ce qu'on fait de l'argent? De quel argent? De l'argent, justement, pour entretenir le Louvre. Louvre est bénéficiaire. Tout à fait. C'est un endroit où il y a le plus d'argent. Romain Marcilly.
Vous disiez qu'est-ce que je ferais si j'étais directeur du Louvre ou président. Peut-être que vous démissionneriez. Oui. Vous avez un esprit de responsabilité. Voilà, je crois que ce que montre cette affaire, c'est quand même un esprit d'irresponsabilité, malheureusement, puisque vous l'avez dit, les problèmes se multiplient, très graves, les manquements se multiplient, et puis personne ne paye, ce qui n'est pas possible. Donc il y a deux sujets, il y a celui-là, celui de l'argent public. Comment c'est possible que le Louvre, qui est un bijou, qui est un patrimoine absolu de notre culture en France, soit dans cet état-là. Et c'est malheureusement symbolique d'un État qui ne sait plus s'occuper de ce qui est essentiel. Et je pense que la culture fait partie de l'essentiel. Où va l'argent ? Où va l'argent ? Où va l'argent du Louvre ? Où va l'argent d'ailleurs ? Où va l'argent public en général ? Alors vous parliez de Laurence Descartes, la présidente du musée du Louvre. Je précise qu'elle avait proposé sa démission juste après le cambriolage du Louvre et le vol notamment des bijoux du Second Empire. Quel impact ça peut avoir sur l'opinion publique, cette accumulation de mauvaise presse autour du Louvre, Frédéric Dabi ? C'est clair que ça feuilletonne, l'impact est réel. Quand je m'intéresse non pas au sondage mais au discours spontané des Français, les affaires du Louvre sortent, avec bien sûr la question de l'utilisation de l'argent public. Où va l'argent ? Parce que Gilles, le Louvre, c'est pas n'importe quoi. C'est un élément de réassurance forte des Français sur le prestige du pays. La toile de fond, c'est malheureusement le déclin, la France qui tombe, ça se cristallise sur l'école, sur l'hôpital, mais il y a des éléments de réassurance forts. Le tourisme, l'identité française, la gastronomie, et puis des éléments comme le Louvre. Et c'était très intéressant de voir qu'au moment où il y a eu le cambriolage, les Français, certains Français, avaient mis un peu ensemble, avaient mis pêle-mêle le séjour en prison de Nicolas Sarkozy, l'annonce des 3300 milliards de dettes, et ce qui s'est passé au Louvre sur le mode tout fout le camp. Tout fout le camp, rien ne va. Rachida Kaout, tout fout le camp ? Tout fout le camp, non. Moi, je pense qu'en fait, ce sont de mauvaises gestions. D'autant plus qu'il y a eu à peu près un peu plus de 350 millions d'euros qui ont été levés pour le Louvre, sur 480 millions. Et du coup... moi, je pense que le véritable focus doit être fait justement sur qui on met à la tête de telles institutions pour avoir en fait un rendu juste en fait à la hauteur de nos exigences. Parce que oui, le Louvre est un joyau de notre beau pays et il est juste inadmissible aujourd'hui de penser qu'il y a des fuites, de penser qu'il peut être cambriolé, de penser que nos œuvres sont volées et même d'autres aussi qui sont exposées au sein de notre musée. Donc où va l'argent et comment on gère l'argent. Et comment on gère l'argent ? Je pense que vous avez 2 ou 3 propositions à nous faire, Romain Marcel. Mais surtout, vous l'avez dit, vous l'avez rappelé, on l'oublie très souvent, dans le pouvoir politique, notamment du plus haut niveau de l'État, le pouvoir de nomination est essentiel. Voilà, essentiel. Il n'y a pas que les lois, il n'y a pas que les décrets, il y a aussi qui on nomme, à quel poste. On est en plein temps avec l'IMA, là. Et voilà. Et effectivement, là, je crois qu'on a un vrai sujet. Mais vous voyez, on parlait de problème de responsabilité. La responsabilité, c'est essentiel en politique, en tout cas dans un pays démocratique comme la France. Je me souviens qu'au moment du cambriolage, il y a le président de la Société des Amis du Louvre, l'ancien diplomate qu'on voit partout sur les télés, qui donne des leçons sur tous les sujets, qui disait, qui minimisait ce vol, en parlant d'incident. Vous voyez, donc je crois qu'il y a souvent, dans une certaine caste, un nihilisme par rapport à tout, y compris par rapport à notre culture. Bon, on va continuer. À noter qu'on n'a toujours pas retrouvé les bijoux d'ailleurs, puisque Emmanuel Macron a dit on va les retrouver rapidement. On les a toujours pas retrouvés. La décharge de la présidente du Louvre, elle n'a pas été nommée il y a si longtemps. S'il y a des fuites partout et que la situation est désastreuse, c'est que ça a commencé avant qu'elle arrive. Ça ne veut pas dire qu'elle a réglé les problèmes. La preuve. Gilles Gansman. Un week-end à la télévision. Eh oui, fascinant. Alors là, pour le coup, cocorico. Aussi bien le départ de notre Française Sophie Anneau dans SpaceX que l'accrochage. Je ne sais pas si vous avez vu les images samedi de l'accrochage de ce vaisseau à la station ISS à des millions de kilomètres. C'est quand même ça aussi qui est fascinant. On voit tout, on entend tout, y compris les premiers mots, cheveux en l'air de Sophie Anneau. Fascinant. La tête en avant. Un sourire à la hauteur de l'événement extraordinaire. La première à sortir, Sophie Anneau pour son premier voyage dans l'espace. Sophie Anneau et le vaisseau SpaceX se sont parfaitement amarrés à la Station Spatiale Internationale. Le voyage a été long de 34 heures et 400 km parcourus. À peine arrivée,
l'astronaute française livre ses premiers mots. La première fois que nous avons aperçu la Terre, c'était bouleversant. Elle est si belle vue d'ici. D'en haut, on ne voit aucune ligne, aucune frontière. C'était un grand moment pour Jack et moi de voir ça pour la première fois. On a hâte de partager la suite avec vous. Après les premières pirouettes, Sophie Adenau et les 3 autres astronautes de son équipage auront pour mission de mener plus de 200 expériences scientifiques en 8 mois. Bon, vous voyez, on se lamente sur le Louvre et puis en même temps, on est très fiers d'avoir une compatriote dans l'espace. Moi, quand je vois ça, vous savez que là, nous, tous les deux, on est dans l'espace. On est dans l'espace infini, on est entouré de l'espace et on est en train de voler dans l'espace sans le savoir. Oui. Et moi, quand je vois ça, ça me fascine de se dire comment on a pu tout créer, l'être humain, le micro, la régie, et on flotte dans cet espace entouré de planètes. Et c'est ça qu'on voit, c'est-à-dire que ça nous ramène à notre petite position, je trouve. C'était votre coup de cœur, Rachida Kaout. Oui, tout à fait. C'est effectivement mon coup de cœur parce que je suis fière pour les femmes, je suis fière pour la France, je suis fière pour ce qu'on est capable de faire, et je suis également optimiste parce que on a besoin d'optimisme aujourd'hui, et partir de nouveau dans l'espace, que ça se passe aujourd'hui en fait, au moment où justement je pense que les gens ont arrêté de rêver, et j'ai besoin en fait de redonner, j'allais dire, de l'espoir, de faire rêver aussi toutes ces jeunes filles, qu'elles puissent se dire que oui, c'est possible, yes we can, parce que il faut savoir que Sophie Adenau a travaillé pendant de nombreuses années pour arriver à ce résultat-là. Oui. Je suis allée regarder un petit peu son parcours, mais oui, mais c'est fascinant parce qu'en fait, ça a été vraiment de la pugnacité. Mais alors, quand je regarde son parcours, c'est juste exceptionnel. Tous les 3 ans, elle gravit un échelon et au final, aujourd'hui, elle est dans l'espace. Mais c'est fabuleux. Et puis, en même temps, elle me fait rêver, et en même temps, je suis fière moi-même de voir ce résultat-là. Oui. Et je voulais justement apporter ce coup de cœur pour dire que oui, on peut encore faire de très grandes choses. Il faut y croire, il faut y aller. Voilà. Oui, c'est formidable. 25 ans après Claudie Aigneret, d'ailleurs, ça m'a filé un petit coup de vieux, d'ailleurs, quand j'ai appris ce nombre d'années. Tiens, une autre qui arrive de l'espace, c'est Noémie Alioua. Bienvenue à vous. Merci beaucoup. Le Renault Espace. Je rappelle que vous êtes journaliste, essayiste et auteur de ce livre La Terreur jusque sous nos draps. C'est publié chez Plomb. Bon, vous aussi, vous aviez des yeux de gamin comme nous tous, ou de gamine plutôt, quand vous regardiez ces images de notre compatriote dans l'espace. Bien sûr, c'est magnifique. Ça apporte un élan d'optimisme dans une actualité très sombre, et c'est vrai qu'on a tendance à se focaliser parce que par définition le français est obsédé par cette idée de décadence, parce qu'il a au fond l'âme française est une âme tourmentée, mais c'est vrai que parfois on ne se pose pas suffisamment sur les raisons d'espérer, sur les vents d'optimisme, sur les événements concrets de l'actualité qui nous donnent de l'espoir et qui surtout nous rendent fiers d'être français. Et ça a été un très beau moment, et puis un moment de réconciliation aussi. Il y a trop peu d'événements qui nous permettent de nous rassembler derrière cet idéal d'être français et derrière notre drapeau. Et l'idée que ce soit une Française, c'est aussi la France quelque part et qui a accompli cet exploit. Et donc bien sûr nous sommes avec elle, elle nous apporte de la joie, elle apporte de la joie à tout un pays s'il sait simplement ouvrir ses écoutilles et entendre ce qu'il y a dans l'actualité. Et les images étaient fascinantes. Bien sûr, aussi, tout à fait, qui donne de l'espoir. Romain Marcilly. Non mais loin de moi l'idée de créer une polémique sur quelque chose qui nous ravit tous et nous rend très fiers. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Et on a besoin d'optimisme. Mais... on a besoin de science aussi. Il y avait une étude, je crois, de l'IFOP il y a quelques années qui disait qu'un jeune sur 6 pensait que la Terre était plate. Je crois que c'était pour l'instant. C'était pas que ça. Non, bien évidemment. Mais l'observatoire de l'obscurantisme et du complotisme. Tout à fait. Voilà. Mais il y avait aussi ça, et ça m'avait marqué principalement. Donc on a besoin de science. On a besoin aussi de repenser la conquête de l'espace. Il y a aussi bien sûr des choses qui arrivent très très enthousiasmantes par rapport à la Lune, et puis bien sûr sur Mars. On l'espère bientôt. Donc on a besoin de sens, on a besoin de progrès, on n'a pas besoin de nihilisme en permanence, de décroissantisme, etc. Et je note, bien sûr, on est très fiers parce que c'est une Française, mais elle était à la bord de la fusée de cette horrible personne, si on en croit la plupart des observateurs, en tout cas des médias en France, puisque c'est sur une fusée SpaceX qu'elle est arrivée. Donc Elon Musk n'a pas que du mauvais, apparemment.
Oui, apparemment, en tout cas. Et merci à lui, parce que c'est grâce à lui aujourd'hui que Starlink a été envoyé aux Iraniens, et que c'est grâce à Starlink que les Iraniens aujourd'hui peuvent notamment converser avec le reste du monde. Oui, Starlink, c'est la galaxie de satellites américains d'Elon Musk qui permet d'avoir accès un peu partout à Internet. D'ailleurs, un mot pour dire aussi que vous avez le même concept qui est en projet en Europe, et que pour l'instant, on a du mal à se mettre d'accord entre Français, Italiens et Allemands pour faire en sorte de bâtir une alternative tout simplement à Starlink. Allez, restez avec nous, on se retrouve dans un instant. Mettez-vous d'accord, on va se retrouver dans un instant pour débattre sur l'actualité. Et après, je vais vous parler virilité. Ouais, pourquoi pas. Mais en attendant, on se quitte avec David. Sud Midi, mettez-vous d'accord, Jean-Marie Bordry. Avec vous tous au 0826 300 300, nous allons revenir dans un quart d'heure sur les conséquences lourdes de l'onde de choc consécutive à la mort du jeune Quentin. Quelles conséquences politiques? Qu'est-ce que ça dit du débat public en France, de la violence politique qui monte? Donnez votre avis au 0826 300 300. On est toujours avec nos débatteurs, Frédéric Dabi, Noémie Alioua, Romain Marsili et Rachida Kaout. Et nous sommes avec Gilles Gansman qui rembobine ce week-end qu'on a vécu à la télévision. Absolument. Alors, il y a déjà eu l'arbitre qui a demandé en Allemagne la main de son copain. Ça lui a valu des menaces et des coups très violents qu'on a pu voir sur les réseaux sociaux. On a même été jusqu'à son domicile. Il y a nos patineurs qui sont victimes d'une campagne d'homophobie durant ces Jeux Olympiques. Et il y a une série qui triomphe sur Netflix, c'est Heated Rivalry. Alors, c'est l'histoire de deux joueurs de hockey qui tombent amoureux. Alors, c'est un peu compliqué parce qu'on est dans un sport très viril, le hockey. Et la semaine dernière, le capitaine de l'équipe de France de hockey, qui joue actuellement et qui participe aux Jeux Olympiques, était interrogé sur cette série sur le plateau du Club JO. Est-ce que ça serait possible dans la vraie vie ? Je pense malheureusement dans notre sport il y a quand même un genre de stigma un peu macho. Il y en a beaucoup qui découvrent le hockey sur glace grâce à une série en ce moment qui s'appelle Heated Rivalry, qui raconte l'histoire d'amour entre deux coéquipiers d'une équipe de hockey sur glace, deux hommes. Alors on aimerait que ce ne soit plus un sujet en 2026, mais est-ce que c'est possible dans la vraie vie, deux hommes qui s'aiment dans un vestiaire de hockey sur glace? Possible, oui, en 2026, pour moi, ça c'est quelque chose qui me choquerait pas du tout, mais. Et ça existe? Mais non, parce que je pense malheureusement dans notre sport, il y a quand même un genre de stigma un peu macho, vous savez, où c'est pas encore. Moi, je dis pas que c'est pas accepté, mais je pense que ces personnes-là ne se sentent pas peut-être assez supportées encore pour peut-être sortir, peut-être et se montrer dans ce sens-là, mais si ça, je pense pas que ça serait refusé du tout ou même jugé. À l'inverse, ça serait même encouragé, je pense. Est-ce que c'est compliqué d'être champion et d'être homo à notre époque? Noémie Alioua. Quand on écoute les témoignages qu'on vient d'entendre, on se dit qu'il y a peut-être des sports dans lesquels c'est plus difficile. Malgré tout, là dans le témoignage, l'homme dit que ça n'arrive jamais. Je pense que ça arrive évidemment. Il y a comme il y a des convictions personnelles dans tous les univers et dans toutes les communautés, il y a aussi des sexualités différentes. Peut-être qu'elles ont plus de mal à s'affirmer. C'est-à-dire que peut-être qu'on aura plus de mal à se dire oui, je suis homosexuel et je suis joueur de hockey. Et c'est peut-être l'occasion de lancer un genre de MeToo, c'est-à-dire qu'il pourrait y avoir des coming out, des hommes qui pourraient tout simplement s'affirmer comme tels, et ça aiderait d'autres aussi à tout simplement à sortir de leur des hommes ou des femmes, l'ombre, des hommes ou des femmes, tout à fait. Oui. Romain Marsili. Non, j'ai pas vu la série, mais apparemment c'est un gros succès. Ouais, c'est un énorme succès. Donc, faudrait voir. Je pense qu'il y a pas que ce qui nourrit le succès. Il y a pas que cette histoire. Il y a beaucoup de choses. Je crois que c'est un sport en plus qui est assez méconnu, mais qui revient tous les 4 ans pour les Jeux Olympiques. On en parle beaucoup. Donc, que l'intolérance recule, je crois qu'on peut le noter. Je ne sais pas si les sondages, les études le prouvent. On va demander à Laura Frédéric Dabi dans un instant. Il faut voir aussi d'où viennent les sources d'intolérance. Je pense qu'en tout cas, en France, ça vient probablement moins de l'intégrisme catholique. Voilà, donc il faudrait voir aussi exactement d'où ça vient, comment ça vient. Là aussi, peut-être que les sondages, les études doivent apporter des réponses passionnantes. Sur le problème du sport, on le voit, les Jeux Olympiques sont
sont un formidable succès. Aujourd'hui, les épreuves du patinage artistique font de très belles audiences. Enfin, pour en avoir regardé quelques-unes, sont des spectacles absolument merveilleux. Donc, que ce soit les hommes, les femmes ou les couples. Donc, qu'il y ait des personnes qui veulent gâcher le spectacle, c'est toujours logique. Mais je crois qu'elles n'y parviennent pas. Ce qu'on retient à la fin, c'est la beauté et le sport, et pas tous ces à côté. Allez, Frédéric Dabi, on parle des préjugés, notamment homophobes dans l'opinion publique. Ils pèsent quoi encore aujourd'hui? Il y a un vrai recul. Ils ont énormément reculé. Alors, l'IFOP, qui est le plus vieil institut de sondage français, posé dans les années 60, voire 70, même au début des années 80, est-ce que l'homosexualité est une maladie qu'il faut soigner, une perversion qu'il faut combattre, une manière comme les autres de vivre sa sexualité? Bien sûr, le côté comme les autres de vivre sa sexualité est passé à quasiment 80-85%, mais il y a bien sûr des poches auprès de certaines populations, une moindre tolérance chez les jeunes, il faut le dire. Les jeunes sont moins tolérants que les plus vieux aujourd'hui. Ils sont globalement plus tolérants, mais dans les actes homophobes, il y a une surreprésentation de jeunes. Mais globalement, ils sont plus tolérants, mais il y a plus d'homophobes aussi. C'est ça? Exactement. Et ça va quand même globalement dans le bon sens. C'est vrai que la question du sport de haut niveau, moi je suis fan de tennis et de football, et c'est vrai qu'il y a eu quelques sportifs qui ont fait leur coming out, et il y en a quand même très très peu. Il y avait eu un documentaire sur un joueur de football dans une petite ville de province, et on voyait que les choses progressaient, mais c'est quand même un processus relativement long sur ce segment très spécifique du sport de haut niveau. Et puis il y a bien sûr les OIS que vous connaissez dans les terrains de football. Il y a quand même des supporters qui sont où il y a vraiment une homophobie latente. Et puis il y a eu la journée de lutte contre l'homophobie. On a eu des joueurs de football qui ont refusé de porter l'insigne symbole de cette journée pour des raisons religieuses, et ils l'ont dit en toute transparence. C'était notamment l'attaquant égyptien du FC Nantes Atlantique, Mostafa Mohamed, qui avait refusé de jouer 2 ans de suite avec le ruban aux couleurs de l'arc-en-ciel. Alors vous parliez en langage codé pour tous ceux qui regardent pas le foot. Quand vous dites OIS, effectivement, c'est une insulte qui est lancée dans la plupart des terrains de Ligue 1 au gardien de but lorsqu'il remet la balle en jeu. On crie OIS et on ajoute une insulte homophobe que je ne prononcerai pas à la radio, tout simplement. Rachida Kaout. Oui, l'homophobie, écoutez, on fait des progrès, on avance, mais c'est toujours un peu compliqué de faire accepter en fait tout ce qui diffère de tout ce qui diffère de nous. Dans le sport, je pense que c'est encore un peu plus difficile parce que il y a cette virilité, on va dire ça comme ça, et j'ai pu entendre dans des vestiaires de matchs de football justement, mais des propos homophobes qui étaient vraiment à la limite du supportable. Et quand j'ai vu en fait l'excitation de ces jeunes et qui insultaient, donc justement, c'est ce que je vous dis. C'est pour ça que je vous dis, c'est aussi, ça peut être en rapport avec la virilité dans le milieu sportif, parce que il y a cette fameuse revendication, cette fameuse revendication de la masculinité et puis tout ce qui va avec. Pardon, mais c'est parce que c'est ce que j'ai constaté et j'étais très étonnée. Et vous étiez étonné. Après, il y a 2 choses différentes. Quand on parle de virilité, on parle pas de machisme. On peut être viril sans être macho, par exemple. Ah non, mais là, je vous parle spécifiquement pour les propos, en fait, homophobes, qui ont été tenus et qui, à mon sens, en fait, sont... il y a un lien réel oui, incontestablement, oui. Noémie Alioua. Non, je pense parce qu'on a dérivé sur le sujet de la virilité, et je pense à une chanson d'Eddie de Pretto, qui est, je trouve, un excellent interprète. Tu seras viril, mon fils. Cette chanson est extraordinaire parce que, justement, il explique qu'il y a différentes façons d'être viril. Et quand on rentre pas dans toutes les cases qui sont celles qu'on imagine qui rentrent dans cette définition de la virilité, on peut être aussi viril à sa façon, et il le défend très bien. Et c'est un artiste que je trouve très profond sur ces questions-là. Romain Marcilly. Après, quand on aime le sport et qu'on l'aime vraiment, on admire beaucoup les champions pour ce qu'ils font, pas nécessairement pour leur identité, qu'elle soit politique, sexuelle, voilà, je veux dire, comme ça n'a rien à voir, mais on reproche parfois à des artistes de pas être engagés. Je voyais que il y avait certains artistes reprochaient à Timothée Chalamet de pas être assez engagé politiquement. Alors voilà, je veux dire, je ne compare pas du tout l'identité intime avec l'engagement politique, mais je crois qu'il faut vraiment
essayer... Donc pour vous, le sport, ça devrait être le sport et le reste, ça devrait être privé, c'est ça que vous dites ? Je dis pas que... Oui, il y a une forme privée. Moi, je ne suis pas obsédé par l'identité sexuelle des champions, c'est ça que je veux dire. Donc, forcément, vous savez, l'histoire du mariage, je ne doute pas que le mariage de l'arbitre qui a demandé... Oui, vous avez vu les images de comment c'est fait tabasser, quand même. C'est à vomir. Mais c'est comme le racisme, c'est-à-dire qu'on juge quelqu'un pour ce qu'il est et pas pour ce qu'il fait, c'est abominable, bien évidemment. Mais sur tout ce qui est moquerie, insulte, il y a eu des équivalents, y compris pour des mariages ou des demandes en mariage hétérosexuels. Voilà. Parfois, le supporter, la personne qui veut suivre le foot ou le sport en général, n'a pas envie de ces mélanges. Elle est là pour le sport avant tout. Voilà. Oui, mais vous imaginez que c'est compliqué, quand vous êtes homo, d'aller dans les vestiaires, de ne pas avoir des réflexions, de pouvoir aller faire une fête sans être mis de côté par ses copains. C'est compliqué, c'est même dangereux. Bien sûr. Comment ? C'est dangereux par moment. Oui, donc évidemment, il reste caché, juste à même d'imaginer une histoire avec une fille. Et puis vous oubliez un dernier aspect. Raconte la série. Et vous oubliez un dernier aspect, qui est l'aspect marketing. Aujourd'hui, il y a peut-être aussi maintenant. J'achèterai pas le maillot. Les sportifs, surtout pour le foot, qui est un sport mondial, mais ça va aussi peut-être pour le basket et peut-être pour le tennis, des sports qui sont vraiment, qui parlent à tous les marchés. On sait très bien que dans certains marchés, certains footballeurs ou certains champions qui voudraient déclarer leur homosexualité seraient blacklistés. Il faut aussi voir ça, cette réalité économique. Cette autre réalité. Allez, on va passer d'une violence à une autre, malheureusement, puisqu'on va se retrouver dans quelques instants. En votre compagnie, à vous tous, juste après les informations de 11h. Mettez-vous d'accord. On va débattre sur les conséquences de la mort du jeune Quentin à Lyon. Qu'est-ce que ça dit du climat politique dans ce pays ? Que s'est-il vraiment passé à Lyon en l'état actuel des informations dont nous disposons ? Quelles sont les premières conséquences politiques, notamment sur l'image de la France insoumise auprès des Français en général, après notamment que l'assistant parlementaire d'un député insoumis se fut fait tout simplement trouver, en tout cas ait été présent sur les lieux du drame. On va en parler juste après les infos de 11h. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Jean-Marie Bordry. Tous les jours de 16h à 17h, retrouvez C'est votre avenir sur Sud Radio. Bonjour Marie. J'aimerais connaître sur sudradio.fr. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Jean-Marie Bordry. Jusqu'à midi sur Sud Radio avec vous au 0826 300 300. Mettez-vous d'accord sur l'actualité dont nous débattons en compagnie de Frédéric Dabi, toujours directeur général de l'IFOP, Noémie Alioua, journaliste, essayiste, Romain Marcilly, directeur général de Nouvelle Énergie, le mouvement politique de David Lisnard, et Rachida Kaout, présidente du Haut Commissariat des diasporas africaines de France. Ça s'est passé ce week-end, la mort du jeune Quentin, 23 ans, en marge d'une réunion publique tenue par l'eurodéputée insoumise Rima Hassan. Ça s'est passé à Lyon, 23 ans. On sait encore peu de choses sur ce qui s'est réellement passé. Pourquoi je le dis ? Parce qu'on a des images qui ont fait le tour des réseaux sociaux. Vous voyez quoi ? Alors en général, c'est flouté. Vous voyez plusieurs personnes, une dizaine, une quinzaine, qui tabassent, il n'y a pas d'autre mot, des personnes qui sont au sol, notamment l'une dont on devine que c'est le jeune Quentin. Il reçoit plusieurs coups de pied lorsqu'il est au sol, notamment des coups de pied très violents sur la tête. Est-ce qu'on peut parler de lynchage ? On serait porté à le croire. En tout cas, ce drame, ce meurtre, s'il faut le qualifier ainsi, aura des conséquences politiques extrêmement lourdes. On va y revenir. Comment ce drame a été traité par les médias dans les premières heures qui ont suivi les faits. On va parler aussi des conséquences politiques sur le mouvement La France Insoumise, puisqu'un certain nombre de militants proches de ce mouvement semblent être plus ou moins lié à ce qui s'est passé sur place. Je reste encore prudent. On va revenir un peu plus en détail sur ce qui s'est vraiment passé. On vous donne la parole au 0826 300 300, puisque d'abord, dans les premières heures qui suivent un drame pareil, je suppose que l'heure est à l'émotion, et c'est justement l'état d'esprit de Clément qui nous appelle au 0826 300 300 depuis la belle ville de Nantes. Bonjour Clément. Bonjour Jean-Marie, bonjour à tous. Vous êtes choqué? Ah ouais, franchement, moi je suis profondément choqué de ce qui s'est passé à Lyon. Enfin, un jeune homme qui a mon âge, parce que j'ai 23 ans, visiblement dans ce qui semble, à première vue, on a assez peu d'infos, mais de ce qui semble être une violence de groupe qui est liée à un contexte politique. Enfin, moi je trouve ça inacceptable. Enfin, on peut être d'accord, on peut avoir des convictions fortes, des opinions opposées,
mais rien, vraiment. Alors Clément, je crois que vous êtes quelque part entre Nantes et la Station Spatiale Internationale vous-même, parce qu'on a du mal à vous capter. Mais dès que la ligne revient, on va essayer de vous retrouver. Est-ce que on vous entend mieux ou pas là, Clément ? Non. Si, non. Alors on va vous retrouver, on va vous rappeler Clément dans un instant. Vous étiez choqué par ce qui s'était passé à Lyon. Acte de violence manifestement politique. D'abord, peut-être le premier mot c'est la surprise, non, Noémie Elioua? On savait qu'il y avait des affrontements ou en tout cas des incidents en marge d'un certain nombre de meetings. On ne pensait pas que ça pouvait aller aussi loin. Oui, c'est vrai que c'est le mot choc d'ailleurs qui a été utilisé par le jeune homme qui vient de prendre la parole. Le mot choc, j'ai envie d'utiliser le terme de sidération. C'est-à-dire que beaucoup d'observateurs de la vie publique qui suivent l'actualité, qui ont découvert cet événement, ont été plongés dans un état de sidération au moment où on a appris que ce jeune homme avait été mort. Au moment où on a appris qu'il était mort parce que il était dans un coma pendant plus de 24 heures et quelque part, on espérait qu'il s'en sorte. On espérait qu'il s'en sorte. Lorsqu'on a appris qu'il était mort, on s'est dit, eh bien, écoutez, que cette affaire s'était terminée dans un bain de sang et qu'un jeune homme de 23 ans venait de perdre la vie dans des conditions absolument tragiques et insupportables. Et donc, c'est la sidération, au fond, qui prédomine. C'est un sentiment Et puis, la volonté d'essayer de comprendre ce qui s'est passé. Vous avez bien fait, Jean-Marie, de préciser qu'on a très peu d'éléments sur cette affaire. Et on attend les enquêtes, on attend des éléments des éléments de la police, de l'enquête policière pour nous expliquer les circonstances de ce drame. Nous avons beaucoup trop peu pour essayer de comprendre cette situation. Conférence de presse d'ailleurs du parquet aujourd'hui à 15h. Compte tenu des images dont on dispose, on est quand même en droit d'espérer que les forces de l'ordre ou que les enquêteurs arrivent à avoir un certain nombre d'éléments précis tout à l'heure dès 15h. On vous a retrouvé, Clément, je rappelle, vous avez 23 ans, vous aussi, le même âge que le jeune Quentin qui est mort. Vous êtes à Nantes. À Nantes aussi, il est arrivé qu'il y ait des affrontements de nature politique, parfois entre groupes très à droite et groupes très à gauche. Très à gauche, ouais. C'est une ville qui est très étudiante, donc il y a beaucoup de jeunes de tous bords politiques, et donc on a régulièrement des affrontements. Moi, ce que je veux dire, c'est que ça me scandaliserait. Enfin, je suis vraiment scandalisé, si vous voulez, parce que de voir une escalade des tensions politiques comme ça, on a l'impression que le débat, il passe vraiment au profit en fait de l'affrontement physique. Et je trouve ça vraiment inquiétant pour la démocratie qu'est la France, quoi. Écoutez, merci en tout cas d'avoir témoigné au 0826 300 300. Frédéric Dabi, est-ce qu'il y a une montée de la violence dans le débat politique en France ? Je ne vais pas répondre comme ça, et ce qu'a dit Noémie est extrêmement sage. Oui, il y a une sorte de radicalité, il y a de la virulence, mais on va nous dire, relisez des débats sous la 3e, sous la 4e République, des débats parlementaires, ils étaient également violents. Ce qui est beaucoup plus gênant, c'est que la violence symbolique sort des enceintes politique. Il y a eu beaucoup de colleurs d'affiches qui ont été agressés. Il y a eu des maires, d'ailleurs dans les enquêtes, vous avez cité très gentiment notre livre avec Brice Sokol, les maires ont parlé d'agressions physiques, rares, très rares, mais quand même significatives, d'agressions verbales, parce qu'il y a un niveau d'exigence des concitoyens jamais vu. Mais là, on est sur un cas unique, mais qui va sans doute choquer de manière terrible l'opinion, comme l'affaire Clément Méric. Je ne fais pas un signe égal ni un parallèle entre les deux, avait également choqué, parce que ce soit un fait divers atroce, un accident de la circulation, les Français, comme tout le monde, n'acceptent pas que le cours des choses soit pas respecté et qu'une personne si jeune perdent la vie. Et c'est vrai qu'il y a aussi une conflictualisation du débat. Quand on interroge les Français, il y a deux mouvements politiques ce ne sont que des sondages, c'est une perception du réel, je suis très prudent, qui sont jugés inquiétants, où il y a une majorité de oui à qui vous inquiète. Il y a d'abord la France Insoumise, à une très forte majorité, à 1 degré moins, c'est en baisse, mais c'est quand même fort, le Rassemblement National. Et il y a aussi un doute sur ces deux formations, s'agissant de leur attachement aux valeurs démocratiques. Il y a tout un contexte qui fait que on est sorti de l'affrontement symbolique, on est sorti de la bipolarisation pour un champ politique complètement éclaté, et puis une illégitimité souvent forte des élus, des vainqueurs des élections, et puis je ne parle pas de la jeunesse, c'est ce qui se passe dans les universités qui choque énormément de gens. Et là on en arrive à une situation où un môme de 23 ans, déjà au sol, donc KO par définition, continue à se faire frapper à de multiples reprises, y compris avec des coups de pied très violents dans la tête. Juste un mot, parce que je vais me permettre de m'engager un petit peu plus dans mes propos, pour répondre à ce qui a été dit et ce qu'on entend souvent. Je pense que c'est très important quand même de ne pas, de ne pas mettre sur le même plan toutes les violences politiques. À l'heure qu'il est,
la violence de l'extrême gauche est infiniment supérieure à la violence de l'extrême droite. Et vous le voyez ne serait-ce qu'à l'Assemblée nationale. Regardez comment se comportent aujourd'hui les députés du Rassemblement national. Ils sont dans la stratégie de la cravate. Ils sont dans une stratégie de normalisation. Et vous avez ensuite le groupe de la France Insoumise, qu'on pourrait qualifier, qui maintenant est, selon le Conseil d'État, d'extrême gauche, eh bien c'est un parti qui est dans une stratégie de bordélisation. C'est un parti qui est dans une stratégie de conflictualisation selon les termes de Jean-Luc Mélenchon. Donc c'est très important de préciser, à mon sens, qu'aujourd'hui il y a une menace qui est infiniment supérieure dans notre pays par rapport à une autre. Alors on va justement y revenir sur ce que ça dit de la France Insoumise. Malgré tout, est-ce qu'il y a un lien direct, il y a un Rachida Kaout entre ce que Noémie Alioua appelle le bordel à l'Assemblée nationale, notamment dans l'attitude parfois irrespectueuse ou chahuteuse des députés, et là, quelque chose d'infiniment plus grave, qui est un lynchage. Force est de constater qu'en fait, en réalité, c'est un échec démocratique total. Donc sur fond justement de considération, j'allais dire idéologique, on en arrive à causer la mort d'un jeune de 23 ans. Où va-t-on ? Ça devient dramatique. Moi, j'ai vécu les violences politiques quand j'ai mené la première campagne pour les municipales au premier mandat d'Emmanuel Macron. Et je peux vous dire que c'était pendant la période des Gilets jaunes, c'était pendant la période de la réforme des retraites, et c'était très violent. J'avais en fait donc des communistes, des militants communistes qui n'étaient pas là pour débattre en fait par rapport en fait aux idées qu'on a, qu'on a tout simplement en fait un débat démocratique pour essayer tout simplement en fait de faire valoir, on va dire, ses idées, etc. Ouais. Et j'ai eu ma permanence qui a été boycottée. Je recevais en fait des jets de je sais pas quoi pendant que j'étais sur l'esplanade, par exemple, devant la mairie. Donc aujourd'hui, on arrive en fait à un moment où on ne fait plus de politique. En réalité, c'est on vient pour en découdre. On vient pour en découdre et ça mène à la mort. C'est tragique ce qui s'est passé à Lyon. Qu'un jeune de 23 ans perde la vie, peu importe son idéologie, peu importe son combat, on ne doit pas arriver à ce stade. 0826 300 300. On retourne à Juvisy-sur-Orge, décidément. Là où on est avec Julien. Julien, bonjour. Oui, bonjour à tous, bonjour à vous, bonjour Jean-Jacques, bonjour à vos invités. Bienvenue à vous sur Sud Radio. En tout cas, en quelques mots pour vous. Pardon, pas Jean-Jacques. C'est pas grave, on embrasse Jean-Jacques Bourdin, d'ailleurs, qui était notre camarade il n'y a pas si longtemps que ça, et à qui on souhaite le meilleur. Voilà, qui restera toujours notre camarade. Julien, vous pointez la gauche. Oui, alors je pointe la gauche en règle générale. En fait, ce que je plains, c'est les dérives sectaires de la gauche, parce qu'en fait, on arrive dans une idéologie qui va aller vers la pureté militante, toujours plus. On arrive à parler des discours de racisés, etc., dans des mouvements qui se disent antiracistes et qui essentialisent tout par rapport à la race de la personne, ce qui finalement devient une sorte de racisme inversé. Et les problèmes, pour moi, la grosse problématique avec ces mouvements antifa, c'est qu'en fait, ce sont que des blancs privilégiés, des enfants de bourgeois, de la haute bourgeoisie parisienne et lyonnaise, qui se vantardisent de partout d'être les sauveurs blancs. En fait, ils ont ce qu'on appelle le contexte du sauveur blanc, et ils veulent laver plus blanc que blanc. Vous aussi, si je peux me permettre, vous les racialisez un peu. Non, oui, bien sûr. Mais, oui, non, mais tout à fait. Mais c'est parce que je rentre dans leur jeu. Mais oui, je vois. Ce que je constate, moi, c'est surtout la mort par l'intérieur de la gauche, dans son état général. Parce que quand je rappelle de 3 éléments flagrants qui montrent le délitement de la gauche. Je vais parler en premier de Fabien Roussel, qui a été insulté de facho parce qu'il a osé parler de Pinard Saucisson. Voilà où on en est. Le patron du Parti communiste. De la manif du 1er mai. Jérôme Guedj, on peut pas le qualifier, c'est un socialiste, on peut pas le qualifier de néo-nazi, on peut pas le qualifier de personne de droite. Il est de gauche, de la vraie gauche, de la gauche profonde. Il a été exfiltré d'une manifestation du 1er mai, des travailleurs, le Parti socialiste. Et enfin, un dernier point qui est quand même gravissime, François Ruffin en personne, qui est pour moi l'idolâtre, la personne la plus respectable à gauche qui puisse être dans la nuance de ses propos, qui a été tué par les antifas à la fête de l'humanité l'année dernière. J'y étais. Donc je peux vous dire que je l'ai vécu de l'intérieur. J'ai été bouleversé, traumatisé, extrêmement écœuré de la gauche d'aujourd'hui. Aujourd'hui, moi, je vais faire barrage quoi qu'il arrive à la France Insoumise. Je ne mettrai jamais un de ces idiots au pouvoir. Que ça soit dans ma mairie ou que ça soit à la tête du pays ou à la députation. Jamais de la vie, je ferai barrage et je me battrai bec et ongle contre cette normalisation de la violence. Et pourtant, vous restez de gauche, si j'ai bien compris ce que vous dites, Julien, vous. Mais mes idéaux sont de gauche, profondément de gauche. Mais pas cette gauche-là. Ça, c'est une gauche qui trahit sa base, qui trahit ses origines et qui traduit ce pourquoi elle a été créée. Elle oublie d'où elle vient. Une gauche qui s'est perdue.
En tout cas, on entend votre émotion, Julien. Restez avec nous, tiens, au 0826 300 300. On se retrouve dans un instant. On parle de la gauche, on parle de la France insoumise. Coup très dur, effectivement, pour l'image de ce mouvement. Comment les insoumis ont réagi dans les premières heures? Qu'ont-ils dit? On va en parler dans quelques minutes. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord. Jean-Marie Bordry, Sud Radio, midi, mettez-vous d'accord, Jean-Marie Bordry. Avec nos débatteurs Frédéric Dabi, Noémie Alioua, Romain Marsili et Rachida Kaout. On est aussi avec vous tous au 0826 300 300. On continue à revenir sur l'onde de choc consécutive à la mort du jeune Quentin, 23 ans, lynché, littéralement lynché en fin de semaine dernière à Lyon, alors qu'il était déjà au sol par manifestement des militants Antifa, des militants proches à minima de la France insoumise, puisque ça s'est passé en marge d'une réunion publique tenue à Sciences Po Lyon par l'eurodéputée insoumise Rima Hassan. La France insoumise sous le feu des critiques immédiatement, à tel point que Jean-Luc Mélenchon a voulu se défendre en meeting, lui aussi. Et après, on avait, d'après certaines sources, je m'adresse à l'AFP, dans sa dépêche écrit « Une source proche de l'enquête a indiqué à l'AFP que le jeune homme a notamment été atteint de plusieurs coups de couteau. » Qui ment? L'AFP, il n'y a pas eu de coup de couteau. Il n'y a pas l'ongle d'un couteau dans cette histoire. Qui ment? Vous êtes censés nous renseigner. Et vous parlez de coups de couteau, excitant la haine, l'esprit de revanche. C'est vous qui faites cette sale besogne. Alors qui ment? L'AFP ou la source policière? Oui, effectivement, il n'a pas été poignardé, il a juste été tabassé au sol avec des coups de pied dans la tête. Quand même, c'est méchant de dire ça sur ce qui s'est passé. Jean-Luc Mélenchon qui va plus loin d'ailleurs et qui essaie d'expliquer ce qui s'est passé à Lyon d'après lui. Que ce soit bien clair, c'est nous qui sommes agressés, réunion après réunion. À la fin du mois de janvier, une fois tous les 2 jours. Les 3 dernières réunions que j'ai faites, nous avons été agressés par des gens qui s'appellent tantôt Némésis, tantôt Nous Vivrons, et qui viennent dans les salles pousser des cris, se rouler par terre, essayer de prendre des coups, et à chaque fois nous les repoussons en nous moquant d'eux. À Toulouse, j'ai même pas eu le temps de me moquer d'eux, tellement ils couraient vite pour arriver à la porte. Mais peut-être qu'ils avaient une raison d'avoir peur finalement quand on voit ce qui s'est passé en fin de semaine dernière à Lyon. Frédéric Dabi, à quoi sert un tel discours? À qui il s'adresse lorsqu'il dit ça? C'est clairement, il s'adresse à sa base. Jean-Luc Mélenchon est l'homme politique français le plus impopulaire, mais il a un socle de soutien non négligeable. Il fait partie des personnalités. Si je prends notre baromètre IFOP fiducial pour Paris Match et Sud Radio, dont le socle de bonnes opinions peut se transformer en potentiel électoral. Il a en aucune façon une popularité de papier, mais il y a des rejets extrêmement forts. Je disais tout à l'heure, c'est aujourd'hui la France insoumise qui a pris la suite du Front National de jadis, quand c'était les fameuses enquêtes de mes confrères et amis de la Sofres, c'était vu comme un danger pour la démocratie, pour 3/4 des Français. Là, je suis frappé de voir que c'est aujourd'hui la France insoumise qui est jugée la moins attachée aux valeurs démocratiques, qui inquiète le plus les Français. Et dans les traits d'image de Jean-Luc Mélenchon, il vous inquiète. Et maintenant, le premier item. Et quand on entend un discours, alors je ne suis pas là pour l'analyser, il y a une dimension d'inversion accusatoire qui repose sur des éléments vrais. C'est vrai qu'il y a beaucoup de permanences de la France insoumise qui sont dégradées. Ça a été le cas à Paris, mais moi, je me mets à la place des Français. On est à 28 jours des élections municipales, l'élection du local, l'élection de la proximité. Il y a sûrement un sentiment de dégoût de voir qu'on n'est pas sur les sujets qui préoccupent les Français. On est sur une sorte de tenaille identitaire où, d'un côté, il y a cette jeune garde qui n'est pas la France insoumise, mais qui a été soutenue par la France insoumise. Un satellite, quoi. Il y a des, oui, ça a été dit comme ça. Il y a un meeting Jean-Luc Mélenchon, je crois en mars ou en avril, j'ai plus la source, mais vous pourrez compléter aisément, où il parle de partis alliés, de partis qui est en défense, aux avant-postes contre l'extrême droite. C'est là où le bas blesse. Et l'autre élément où le bas blesse, c'est que il y aurait une possibilité, je ne sais pas où en est l'enquête, que l'assistant parlementaire de Raphaël Arnaud, qui est quelqu'un de très répulsif aussi, Jacques-Élie Favreau. Voilà, on va en parler tout de suite d'ailleurs. Serait présent, aurait été présent lors de l'altercation. On va en parler tout de suite. Juste une seconde, parce qu'une information nous parvient à l'instant. Il est important que je vous la donne dans ce contexte. On parle de l'assistant parlementaire, d'un des assistants parlementaires du député insoumis Raphaël Arnaud. Il s'appelle Jacques-Élie Favreau. D'après nos confrères de Mediapart, il serait
présent ou il aurait été présent sur les lieux du drame. J'ai pas dit qu'il aurait donné des coups, j'ai dit que d'après Mediapart, il aurait été présent dans le groupe au sein duquel certains ont tabassé littéralement le jeune Quentin. Sachez qu'il a suspendu, c'est ce qu'il a dit, ses fonctions lui-même d'assistant parlementaire. On apprend à l'instant que la présidente de l'Assemblée nationale, Yael Braun-Pivet, suspend tout simplement son accès à l'Assemblée nationale. Est-ce que c'est en train de devenir un scandale politique, cette affaire ? Un assistant parlementaire soupçonné, il ne le confirme pas mais il ne le dément pas non plus, d'avoir été plutôt proche des lieux d'un lynchage. Il y a plusieurs scandales et puis il y a plusieurs dégoûts. Les propos qu'on a entendus de Jean-Luc Mélenchon sont révoltants, sont indécents, c'est à vomir. On les a entendus, mais j'incite nos auditeurs aussi à les voir. On voit, en termes de forme, la haine, la laideur qui prend ce visage pendant que Jean-Luc Mélenchon parle, c'est méprisable au plus haut point, d'indécence, d'inversion des valeurs, d'inversion victimaire. On a l'histoire regorge de personnes plus ou moins notables, de bourgeois plus ou moins notables qui à un moment donné vrillent. Le plus vieux c'est Catilina bien sûr, mais Jean-Luc Mélenchon c'était un sénateur qui aimait bien les moquettes rouges, bien épaisses, et qui sénateur vraiment l'apparatchik total, qui peut-être un peu plus cultivé que d'autres, meilleur orateur que d'autres, et puis qui un jour, oui peut-être, il a quelques qualités, mais il est mis malheureusement au service de bien mauvaise cause, et qui puis un jour devient un factieux, parce que c'est ça cette histoire aujourd'hui, c'est rien de la factieux. Et effectivement, il a fait rentrer à l'Assemblée, que ce soit des députés ou des assistants parlementaires, toute une série de gens bien peu recommandables, qui de fait ne sont pas des démocrates. L'histoire des antifas, d'accord, bien sûr qu'il faut lutter contre le fascisme, mais dans leur logique totalement dingue, si tout le monde est fasciste, si du moment qu'on est un peu à droite d'eux, on est fasciste, il faut lutter contre tout le monde. Donc ce sont des totalitaires. Heureusement, des mesures sont prises à l'Assemblée. Enfin, c'est quand même la moindre des choses. Mais on arrive finalement au résultat. Là encore, je veux pas créer de polémique parce que la situation est tellement tragique. Un jeune homme est mort, mais quand même, il faut le dire. Ces gens-là ne sont pas rentrés massivement à l'Assemblée nationale par hasard, par effraction. Ils ont été élus. Et ils ont été élus aussi parce qu'il y a eu un front dit républicain mené par Gabriel Attal et son parti qui les a aidés à se faire élire. Il faut quand même rétablir ça. La gauche, moi j'ai entendu ce propos très émouvant de cet électeur de gauche qu'on a entendu juste avant la pause, probablement très sincère. Sauf qu'on n'a pas découvert ce qu'est Jean-Luc Mélenchon et la France Insoumise il y a 3 jours. On disait après le 7 octobre, il n'y aura plus jamais ça. 7 octobre 2023, 6 mois plus tard, quand il y a eu la dissolution, la gauche dite respectable, Olivier Faure, ils se sont mis d'accord sur une alliance électorale en 24 heures. 24 heures. Donc, il faut, je crois, arrêter. Il y a une responsabilité très partagée. Je voudrais qu'on donne la parole juste brièvement à Julien, qui est toujours avec nous depuis Juvisy-sur-Orge. Julien, quand vous entendez le discours de Jean-Luc Mélenchon, là, qu'on vient de vous redonner à écouter, qu'est-ce que ça vous évoque ? Alors, bon, déjà, effectivement, il y avait une belle hypocrisie, parce qu'en fait, il oublie de dire qu'il y a un mort. Alors, quand c'est un jeune qui se fait percuter par une voiture de police, là, il n'hésite pas de rappeler que c'est un mort. Là, non, il n'y a pas eu de coup de couteau. Il ne travaille que sur la forme. Et là où c'est dramatique, c'est que, en fait, ce matin, un de vos auditeurs disait l'extrême droite est aujourd'hui à l'extrême gauche. En fait, ce qu'il voulait dire, c'est que la violence qui est naturelle, humaine, qui est au fond de nous tous, on a tous cette appétence à vouloir réagir de manière violente. Quand quelque chose ne marche pas, on tape dessus. C'est l'instinct naturel. Le cerveau prend un raccourci. Oui, mais pas sur les gens. Mais voilà, pas sur les gens. En théorie, comme on est bien élevé, on est bien éduqué, on a une société qui nous a fait quand même, qui nous a forgé une certaine intelligence, on va attendre d'avoir une légitimité pour devenir violent. Le problème, c'est que le discours de l'extrême gauche aujourd'hui légitimise littéralement une violence. Donc, oui, c'est des fascistes, mais quand vous regardez l'iconographie du logo de la Jeune Garde avec ces 3 flèches rouge, bordeaux, tentant vers le brun, c'est très. Vous enlevez le mot antifasciste dessus, on dirait une icône d'un blazer de soldats SS. Je suis pas d'accord avec vous. Alors là, pour le coup, Julien, je suis pas d'accord avec vous parce que les 3 flèches qui pointent vers le bas à gauche, c'était l'emblème de la SFIO avant qu'on invente le point et la rose. Donc pour le coup. Oui, mais l'iconographie reste ni plus ni moins qu'une iconographie qui a une dominance, une violence qui transpire la violence dans son iconographie, dans son style. Mais moi, je suis anarchiste et je reproche justement à l'anarchie d'être devenue ce qu'elle est devenue aujourd'hui parce qu'elle a perdu justement tout. À partir du moment où c'est devenu un grand mouvement de mode dans les années 70, où on a commencé,
juste après-guerre, quand on a commencé à utiliser des symboles comme le chat noir, toute cette iconographie noire et rouge, très dans des caractères, avec des caractéristiques, des écritures très grasses, très épaisses, très dominantes, qui se voulaient visuellement dominantes pour on a trop mis en scène, en tout cas, la violence politique, c'est ce que vous nous dites, Julien, si j'ai bien compris, sur cette frange de la gauche. J'aimerais vous remercier d'avoir témoigné au 0826. Julien, vous allez voter pour qui au municipal, du coup? Alors là, pour un petit candidat local qui a aucun parti politique et qui est sur une lignée gilet jaune à la base et qui se revendique ni de gauche ni de droite. Il me dérange pas. Enfin, il est plutôt propre. Bah écoutez, en tout cas, merci. Camomille aussi, ne peut-être. stigmatisons pas le rouge et le noir, c'est le couleur de Sud Radio. Et là, c'est Milan. Et c'est beaucoup plus pacifique, parce que comme vous l'avez entendu, tout le monde aura toujours la parole sur Sud Radio et toujours dans un bon état d'esprit. Merci Julien et bon courage, en tout cas, du côté de Juvisy-sur-Orge. Restez avec nous, on se retrouve dans quelques instants. 0826 300 300. Qu'est-ce que ce drame, la mort du jeune Quentin, vous inspire? Est-ce que la violence politique continue à monter? Est-ce que ça discrédite à vos yeux ou non d'ailleurs? Venez la défendre si vous pensez qu'on en fait trop sur la France Insoumise. Tout le monde a la parole. Est-ce que ça discrédite la France Insoumise? Pareil, venez prendre la parole. On vous la donne dans un instant sur Sud Radio. Mettez-vous d'accord, Jean-Marie Bordry. 0826 300 300. Prenez la parole sur Sud Radio. On débat de l'actualité avec Frédéric Dabi, Noémie Alioua, Romain Marsili, Rachida Kaout, longue de choc consécutive à la mort du jeune Quentin. Qu'est-ce que ça dit de la violence en politique? Et est-ce que ce sont les hommes politiques eux-mêmes qui encouragent d'une manière ou d'une autre cette violence, ou du moins qui la rendent possible? C'est en tout cas ce que pense Jean depuis Longjumeau, 0826 300 300. Jean, bonjour. Oui, bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Ça vient des politiques pour vous? C'est-à-dire les discours ont des conséquences sur le terrain? De la façon, j'écoute votre débat qui est extrêmement intéressant ce matin, parce que vraiment c'est des points de vue que je partage à 90%. Rien que le fait d'avoir débattu, vous êtes des fascistes. C'est ça le problème. C'est-à-dire on ne peut plus rien débattre de rien si on n'est pas d'accord avec les copains de Mélenchon ou la France Insoumise ou l'extrême gauche. Dès que vous avez un doute et que vous avez envie simplement de débattre sans avoir d'avis, vous êtes déjà un fasciste. Donc le fait, à force de monter les uns contre les autres, qu'est-ce qui s'est passé? Ça a été la haine du juif, après c'est la haine du blanc, c'est la haine du musulman, c'est la haine de tout ça. Donc à force de monter les uns les autres, et les discours de Panot, de Mélenchon, enfin de la garde rapprochée de Mélenchon, mais forcément ça pousse des gens avec des simples d'esprit à commettre des actes. Là en plus ce pauvre gamin qui en plus de ça sont des lâches, frapper les gens à terre à plusieurs, c'est d'une lâcheté redoutable. Même dans le code d'honneur des hooligans de foot, c'est interdit normalement. Oui, voilà, même voilà, s'ils faisaient du rugby ou s'ils faisaient un autre sport ou du hockey sur glace, on se frite entre personnes, mais pas en groupe et certainement pas les gens à terre. Mais donc, je veux dire, en plus, ils sont même pas, ils ont même pas ils ont rien. C'est le néant. Ils ont des cerveaux. C'est de la bouillie avec du néant. Et effectivement, la classe politique et les propos que vous avez donnés de Mélenchon sont toujours épouvantables parce que c'est toujours un oui mais. Toujours un oui mais. Il y a oui mais comprenez quand même. Il y a quand même une bonne raison de l'avoir tué ce garçon quand même. Alors c'est pas ce qu'il a dit précisément. Et si on réécoute, mais en tout cas, il accusait justement l'AFP et les médias. On va revenir sur les médias dans un instant, d'avoir forcé le trait et d'avoir fustigé la France Insoumise un peu trop à son goût. Noémie Alioua. Oui, alors en fait, le monsieur a tout à fait raison sur l'idée que les mots qui sont employés par des personnalités politiques ont ensuite des conséquences directement dans la rue, que des mots, des paroles mènent à des actes. Et lorsque vous avez des personnalités politiques qui font preuve dans leur discours d'une immense violence, ils participent aussi à armer ces conflits des rues. Quand on traite tout le monde de génocidaire, si jamais quelqu'un est soupçonné de soutenir Israël, ou alors qu'on rappelle toujours que la bête immonde est de retour en visant l'extrême droite, ça peut avoir des conséquences physiques pour vous sur le terrain. Mais oui, c'est tout à fait juste. D'ailleurs, ces paroles sont ensuite reprises par les personnes qui agressent, par les personnes qui font preuve de violence. Et on entendait tout à l'heure un discours de Jean-Luc Mélenchon, et effectivement, on sentait dans son discours aussi la haine, la violence qu'il transmet dans ses propres discours, qui sont entendus et qui se répercutent ensuite chez les personnes qui ensuite passent à l'acte. Maintenant, si on veut pointer les responsabilités politiques, je pense qu'il faut aller au-delà de la France insoumise. Voilà. Il faut pointer toutes les responsabilités politiques. Et je suis désolée de le rappeler, mais lorsque, entre les deux tours des élections législatives, Gabriel Attal appelle le bloc central à faire barrage au Rassemblement national, quitte à s'allier
aux partis, quitte à se retirer dans les cas de triangulaire pour les partis de la France insoumise et de gauche, le bloc central a aussi sa part de responsabilité. Il faut être quand même honnête, ça a été extrêmement marginal les cas où le bloc central s'est retiré pour des candidats LFI. N'oublions pas que la plupart des députés LFI élus l'ont été au premier tour dans des circonscriptions extrêmement favorables. Au contraire, malgré les retraits, il y a eu énormément. D'ailleurs, je crois que la France insoumise a perdu une douzaine de députés sortants. Ça a plutôt favorisé les écologistes et surtout le Parti socialiste. D'ailleurs, le nombre de députés socialistes et de la France insoumise sont quasiment à égalité. C'était pas du tout le même rapport en 2024. Même si effectivement il y a eu un retrait, mais il n'a pas profité à la France insoumise. En tout cas, il a profité à Raphaël Arnaud, qui est arrivé à l'Assemblée nationale. Raphaël Arnaud est arrivé à l'Assemblée nationale exactement à cause de cette situation. Et d'un point de vue moral, on peut aussi considérer qu'il y a une part de responsabilité morale de la part de tous ceux qui ont considéré que la France insoumise n'était pas le parti le plus dangereux aujourd'hui en France. Rachida Kaout. Oui, moi je pense que la passion tue. J'ai été choquée par les propos de Jean-Luc Mélenchon. J'attendais plus en fait un discours tourné vers l'apaisement. Or, il justifiait que nous ne sommes pas responsables, au lieu d'apporter en fait un soutien donc à la famille, bien sûr, qui est endeuillée aujourd'hui. Peu importe en fait les idées politiques, peu importe les combats, mais j'attendais vraiment d'un homme politique qui a autant de poids en France, un discours d'apaisement et surtout aussi, de faire passer un autre message qui est celui de, on peut en fait être complètement aux antipodes en fait de nos idées politiques, de ce qu'on propose pour la France, pour les Françaises et les Français, mais pour autant en fait ne pas être dans une violence permanente et surtout dans cette surenchère, parce que on le constate au quotidien et encore une fois sur le terrain, qu'est-ce qu'on voit ? On voit en fait ça va crescendo et ça va de mal en pire, sauf que là c'est une dérive et les responsabilités, vous avez raison, sont complètement partagées. Elles sont d'autant plus partagées que on a des jeunes qui aujourd'hui, au lieu de porter l'espoir, au lieu en fait d'apporter un vent nouveau dont la France a besoin, on tombe en fait avec une jeunesse qui aujourd'hui en fait est en train de détruire en fait déjà cet espoir de pouvoir construire quelque chose qui va tenir la route encore plus en temps de crise. Et quand je vois ce groupe Némésis, que je connais très bien parce qu'Alix Cordier, je me suis retrouvée plusieurs fois avec elle sur les plateaux de télévision, je lui ai dit d'ailleurs sur un plateau, vous êtes jeune, vous êtes en fait justement pour moi quelqu'un qui va porter l'espoir, apporter aussi un débat. Ça ne veut pas dire que je veux qu'elle soit d'accord avec mes idées. En revanche, en fait, que ça soit des idées constructives et qu'on puisse répondre à toutes les attentes des Françaises et des Français, parce que évidemment tout le monde n'est pas d'accord, mais qu'on arrive à un équilibre juste où chacun se respecte. Et bon, c'est un monde, j'allais dire utopiste, mais en tout cas, aujourd'hui, on a un mort. Et il faut que ça s'arrête. Oui, précision par rapport à ce que je disais à l'instant, je disais que Raphaël Arnaud, député insoumis du Vaucluse, avait été élu à la faveur d'une triangulaire, c'est faux. Il a battu le Rassemblement national à 60% des voix au second tour en 2024. En revanche, personne n'a eu besoin de se retirer en sa faveur au premier tour. Comme ça, on apporte un peu... Et Gabriel Attal est venu lui donner la confrontation entre les deux tours, avec une altercation assez forte. On va continuer à parler de ce qui s'est passé ce week-end, justement, à la suite de l'annonce du drame à Lyon. On va parler du traitement médiatique. Beaucoup de reproches ont été faits aux médias de ne pas en parler assez tôt, ou alors de mal en parler. Hier, notamment, sur un certain nombre de chaînes, certains propos ont été tenus qui peuvent paraître choquants. C'était chez nos confrères de la chaîne de télévision France Info. Voilà comment un des spécialistes, un intervenant, a décrit le profil du jeune Quentin qui est mort. Un historien. Quentin D, dont on aimerait bien plus connaître un peu plus l'itinéraire et le nom, puisqu'on a un initial, et que les choses soient claires aussi sur qui est cette personne exactement, parce il appartient à tel groupe, pas à tel autre groupe. A priori, s'il fait partie d'un service d'ordre, quand on fait partie d'un service d'ordre, c'est qu'on vient quand même pour en découdre ou protéger, mais ça veut dire que si on vient pour protéger, c'est qu'on sait qu'il y a un risque de violence. Donc il y a un certain nombre d'éléments qui restent en creux et qui serait nécessaire qu'ils soient rendus publics, qu'ils soient présents dans le débat public pour qu'on ait plus d'éléments pour pouvoir juger. Et a priori, quand vous faites partie d'un service d'ordre, c'est pas encore confirmé puisque la famille le dément, mais si vous faites partie d'un service d'ordre, c'est que vous vous attendez à commettre, en tout cas à subir quelques violences
ça vous inspire quoi, Romain Marcilly? Du mépris dans de tels propos, voilà, limite, ce Quentin, il est un peu louche quand même. Hein. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas ce qui devrait être tous nous réunir, le respect de la mort. Voilà, il n'est pas encore enterré, il vient de mourir, et ben on met ça, voilà. Donc ce sont des propos qui sont misérables. Le traitement, effectivement, il y aurait beaucoup de choses à en dire, hein, puisque le premier jour c'était une petite rixe, enfin une petite bagarre, hein, dans les premières heures, et puis finalement on a vu les images. Rixe, ça n'existe pas. On a le droit de parler de rixe quand on imagine que deux groupes se sont affrontés. D'accord, mais je veux dire, il y a quand même souvent dans l'audiovisuel public, et en tant que citoyen, étant donné qu'on participe à le financer, on peut réclamer des droits sur ce que doit être l'audiovisuel public. Il y a souvent une volonté, on va dire, d'employer des litotes. Je me souviens les premiers jours de cette même session qui n'a absolument rien à voir, mais qui est un sujet aussi très important. Les premiers jours de la révolution en Iran, c'était des petites manifestations pour le pouvoir d'achat. Donc il y a quand même toujours une volonté de déformer le réel. Ce qui est à gauche, on le sait depuis Rousseau, d'emblée, écartons les faits, fait partie un peu du logiciel. Mais je trouve que c'est deux ou très... trois à droite dans le même genre aussi. Mais ne soyons pas manichéens, mais de fait, on peut noter que il y a eu cette intervention qu'on vient d'écouter à l'instant. On a eu un autre extrait C'est ce soir, je crois. C'est politique, justement, on va l'écouter. Écoutons-le, c'est un extrait encore plus frappant. Voilà. Face à une idéologie d'extrême droite qui valorise la violence et qui appelle à la violence, à l'exclusion. C'est pas le cas et je pense que là, on est face aussi à une instrumentalisation qui est, à mon avis, insupportable, enfin qui m'est insupportable, je le prends pour moi, qui m'est totalement insupportable du point de vue du fait qu'on utilise la mort d'un jeune de 23 ans, voilà, pour faire de la politique et attaquer la France insoumise qui se défend. La France insoumise se défend, on utilise la mort d'un jeune de 23 ans, voilà. Bon, en quelque sorte, c'est pas la bonne victime, quoi. Ça m'est insupportable, avec mon grand cœur de gauche. C'est à vomir. Rachida Kaout? Moi, j'ai pas les mots parce que je suis très très touchée parce que je veux qu'on laisse de côté en fait tout ce volet politique et qu'on pense en fait que aujourd'hui c'est un jeune homme de 23 ans. C'est-à-dire qu'il a même pas encore commencé sa vie réellement et donc mais commenter en fait ce qui est impossible de commenter, ça m'horripile en fait. J'ai pas les mots. Peut-être le mot de la conclusion qui sera trouvé par Jean au 0826 300 300. Bon, vous n'êtes pas tendre avec les médias, Jean. Oui, allô ? Oui, vous êtes toujours avec nous, je le confirme. Écoutez, si on écoute les infos dès la première heure, vous avez CNews qui a une info. Ensuite, vous regardez BFM. Éventuellement, c'est une autre info. Vous avez le droit d'écouter Sud Radio aussi, hein, parce qu'on les avait aussi, on en a parlé assez tôt. J'écoute en même temps, j'ai deux oreilles, donc je suis assez cinglé de médias et d'informations. Et j'aimerais tellement que mon pays se ressaisisse un petit peu sur les débats qui sont devenus de plus en plus pitoyables. Et heureusement que Sud Radio est là, ce matin. Franchement, très honnêtement et sans faillotage, j'étais très très bon ce matin. Parce que moi, il y avait un vrai débat. Mais le problème, c'est ça, c'est qu'on sait toujours pas aujourd'hui, quand on voit le ministre hier de l'Intérieur, sur quelle chaîne d'ailleurs, il n'est pas fichu de vous dire. Par contre, on est sûr de les arrêter, mais on ne sait pas si on les a vus, on les a pas vus. En plus, ils donnent des tuyaux d'information, comment est-ce qu'on peut les repérer. Enfin, c'était pas à lui de le dire, ceci dit, le ministre de l'Intérieur, puisque c'est le parquet, je le rappelle, qui fera une conférence de presse à partir de 15h pour nous dire quels sont les éléments concrets et précis dont disposent à ce stade les enquêteurs. Et heureusement, si j'ose dire, il y a des images puisqu'il y avait des caméras de surveillance. Allez, restez avec nous. On se retrouve dans un instant avec vous tous au 0826 300 300. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Le 10h midi. Mettez-vous d'accord. Jean-Marie Bordry. On va y arriver à se mettre d'accord sur Sud Radio avec Noémie Alua, avec Rachida Kaout, Romain Marcilly et Frédéric Dabi. On est ensemble jusqu'à midi, je le disais, tous encore un peu sonnés par ce qui s'est passé ce week-end, la mort du jeune Quentin, je rappelle, du haut de ses 23 ans seulement, lynché au sol par manifestement des antifas. On y reviendra, je rappelle qu'à 15h, le parquet nous donnera les premiers éléments de l'enquête pour qu'on sache ce qui s'est passé et qui a porté les coups dont certains ont manifestement été fatals. Mais avant ça, il faut aussi parler des coups de cœur et des coups de gueule de nos invités. Noémie Alioua, vous avez décidé de nous détendre un petit peu avec un sujet beaucoup plus pacifique, puisque vous voulez nous parler d'un débat qui commence à prendre beaucoup d'ampleur. Est-ce que la France va partager
son parapluie nucléaire avec d'autres pays ? Oui, c'est une question qui réapparaît ces derniers jours dans le débat public, puisque c'est le chancelier allemand Friedrich Merz qui a annoncé que des discussions confidentielles avaient été menées sur le sujet avec Emmanuel Macron. Alors rappelons peut-être quelques éléments. Rappelons que la France est aujourd'hui le seul pays de l'Union européenne à disposer de l'arme nucléaire et le seul pays en Europe avec le Royaume-Uni. Les autres États sont donc couverts par la dissuasion nucléaire élargie dans le cadre de l'OTAN, donc une dissuasion américaine. Or, vous le savez, dans un monde de plus en plus brutal, avec la menace russe à nos portes, avec les nouveaux rapports qui sont engagés avec l'administration américaine, on comprend très bien l'intérêt d'autres pays, et notamment de l'Allemagne, de vouloir se réfugier sous le parapluie nucléaire français. La question qui se pose dès lors, c'est quel est l'intérêt de la France ? On le sait, depuis au moins 60 ans, la France a fait un choix clair. Garantir seule sa sécurité ultime. C'est le sens même de la doctrine qu'on hérite du général de Gaulle. La décision appartient au chef de l'État et à lui seul. On comprend la nécessité d'une coopération européenne sur beaucoup de sujets, mais la sécurité ultime d'une nation ne se délègue pas. La dissuasion nucléaire n'est pas un symbole européen, c'est la garantie de l'indépendance française, et l'indépendance ne se mutualise pas. Un seul doigt sur le bouton nucléaire, en tout cas, c'est ce que vous voulez dire. Oui, et surtout sur le bouton nucléaire français. Est-ce que la France doit prendre des engagements de protection d'autres pays en Europe, après tout ? Romain Marsilly, vous avez l'air sceptique. Non, je suis sceptique, je partage votre analyse, puisque vous posez des questions, mais voilà, on comprend vos doutes, et je les partage. C'est un atout français majeur, que ce soit le nucléaire militaire ou le nucléaire civil. Et on a en partie détruit le nucléaire civil. Faut voir sous la pression des Allemands, d'ailleurs. Exactement. Je pense qu'il y a quand même une vision de l'histoire à très courte vue. Voilà, je crois que bien sûr, il faut souhaiter la paix en Europe et les meilleures relations possibles avec l'Allemagne comme avec tous nos voisins, mais on sait très bien que l'histoire est tragique et tout peut évoluer. Donc je pense que saper. Alors aujourd'hui, on peut être conditionnel, parce que c'est pas encore fait, heureusement. Mais saper un des fondements de la puissance française, ce serait criminel et inquiétant. Espérons que ce ne soit pas le cas. On n'en est pas encore là. Non, on n'en est pas là. Il y a une tension dans l'opinion publique. Comme vous le dites, oui, c'est un élément de la puissance française, c'est un élément de réassurance face à tout ce discours sur le déclin, mais il y a aussi le regard sur l'Europe qui a particulièrement changé. L'euroscepticisme s'est quand même effondré, la prise de conscience des menaces. On avait parlé ici sur cette antenne de cette enquête IFOP pour le site Partir à New York, où on voit que presque un Français sur deux, 43%, voient les États-Unis comme un ennemi, 51% comme une menace pour l'avenir. Je ne parle pas de la cote de popularité de Vladimir Poutine, 90% de mes opinions, la crainte d'une troisième guerre mondiale, l'idée que la France aussi a un devoir peut-être d'aider, protéger certains de ses voisins, c'est une idée qui fait son chemin et qui aujourd'hui n'est pas contradictoire avec cet élément de... Non mais vous savez pas ce que vous avez dit, mais je fais le point un peu général, cet élément de réassurance sur les spécificités françaises comme le siège au Conseil, le siège permanent au Conseil de l'ONU. Et là où les Allemands sont... sécurité, pardon. Là où le gouvernement allemand est un peu gonflé quand même, si je peux me permettre, c'est que la dissuasion nucléaire, c'est 20% du budget militaire français, et ça depuis près de 50 ans. Donc c'est un peu trop facile d'accuser en permanence la France de vider ses caisses et d'être trop dépensière, et de vouloir venir profiter d'un investissement massif pour lequel les Français sont saignés pendant plusieurs décennies. Et c'est important de le rappeler. Rachida Kaout, vous aviez un autre coup de cœur, mais vous l'avez déjà fait, c'était sur notre astronaute française qu'on salue à nouveau du haut de l'ISS. Mais on va donner la parole maintenant à Romain Marsilly. Votre coup de projecteur, c'est sur la nécessité d'une primaire. J'imagine que vous parlez de la droite. Oui, parce que les candidatures se multiplient à droite en vue de l'élection présidentielle. Il y en a une encore la semaine dernière importante. Aujourd'hui, je parle sous le contrôle d'un éminent analyste de l'opinion, on a quand même un risque réel, et vous l'avez souligné tout à l'heure, d'un second tour entre le RN et la France insoumise. Et vous votez pour qui ? Non, mais c'est pas... Vous êtes mis dedans tout seul, vous allez répondre. Non, mais j'espère de tout mon cœur, et je fais tout dans mon engagement qu'il n'y aura pas ça. Voilà. Donc, si ça arrive, non, mais je veux pas, je veux pas répondre. Il faut que ça n'arrive pas. Voilà, il faut que ça n'arrive pas. Il faut que ça n'arrive pas. Et pour que ça n'arrive pas, il faut une primaire. Parce que sinon, la droite va être condamnée. C'est arithmétique, c'est politique. La droite va être condamnée, comme le dit David Dissart, à regarder sur le divan un duel à la télé, le fameux débat du second tour. Dans cette primaire entre. Ça va de qui à qui la droite pour vous ?
Je veux dire, quand on veut participer à un combat, on ne veut pas forcément en être arbitre. Donc moi, je pense que toutes les personnes qui se sentent de droite doivent y aller. Et surtout, tous les électeurs qui veulent voter doivent pouvoir voter. Y compris Sarah Knafo, parce qu'elle se dit de droite, elle. Il faut qu'il y ait une charte de valeurs. Comme il y avait eu en 2016, la première 2016 avait été un très grand succès, immense en termes de 4 millions au second tour, 3 millions au premier tour. Voilà, c'était un succès énorme. Pourquoi on veut se priver de ça ? David Lisnard a été le premier. Dès 2000, ça fait 2 ans maintenant que David Lisnard parle de la nécessité absolue, arithmétique, politique, stratégique d'une telle primaire. Aujourd'hui, il y a des voix qui le rejoignent. J'ai vu un article de Valérie Pécresse ce week-end. J'ai écouté ce matin à votre antenne Philippe Juvin qui se réclamait une primaire. Invité politique de Jean-François Attili. Laurent Wauquiez également s'est exprimé. Donc il y a quand même un consensus qui est en train de se créer là. Et je crois que ceux qui refuseraient pour des questions d'ego, parce qu'ils se sentent candidats naturels et légitimes. Donc pour ceux qui, pour ces boursouflures égotiques, refuseraient une primaire... Bruno Retailleau, là non, tous ceux, il y en a beaucoup qui se croient élus du destin. Et peut-être que Bruno Retailleau souhaite une primaire, je ne sais pas. Mais en tout cas, espérons qu'il y arrive. Mais en tout cas, ceux qui refusent ça portent une responsabilité historique. Parce que dans le contexte que l'on vient d'évoquer tout au long de cette émission, de violence politique, avoir un second tour entre LFI et le RN, ce serait catastrophique pour la France pendant l'entre-deux tours et après la présidentielle. Hypothèse crédible pour le sondeur que vous êtes, ou pas, Frédéric Dabi ? Franchement, prudence absolue, je vais pas répondre. On est à 14 mois d'élection présidentielle. Si à Dieu ne plaise, on s'était vu le 16 février 2016, vous m'auriez interrogé sur la présidentielle de 2017 et je travaillais déjà... Vous auriez pronostiqué la victoire de François Fillon ? Non, même pas François Fillon. On aurait évoqué tous les candidats sauf un. Sauf Emmanuel Macron qui a commencé à être testé en avril-mai après le lancement de son mouvement à Amiens, si je ne me trompe pas. Par rapport à ce que vous dites, LR a fait diffuser une enquête que l'IFOP a réalisée pour ce parti dans le JDD, où on a 45% des Français se positionnant à droite et au centre, plutôt à droite, qui seraient favorables à une primaire. La question, c'est quel contour de cette primaire ? Est-ce que c'est une primaire LR canal historique ou LR avec des partis du bloc central ? Et puis, une primaire qui marche, c'est une primaire où il y a une finalité extrêmement claire. 2011, c'était le candidat le plus sûr ou la candidate qui permettrait de sortir Nicolas Sarkozy. 2016, compte tenu de l'état du champ politique, les gens de droite disaient « je vais voter à cette primaire parce que je vais élire le futur président ». C'est pas ce qui s'est passé. Quelle est la finalité de cette primaire de 2026 ou 2027 ? C'est un vrai enjeu pour ceux qui y sont favorables. Noémie Alioua. Oui, écoutez, c'est ce que vous disiez, c'est-à-dire que d'un point de vue stratégique, ce serait évidemment la meilleure chose qui puisse arriver à la droite, mais il y a des ambitions personnelles qui sont plus importantes que l'intérêt stratégique de la droite. Ça, c'est évident. Bruno Retailleau a déjà annoncé sa candidature à la présidentielle. Il a pris de court quelque part cette idée de la primaire, et son argument, c'est de dire je ne pense pas à moi, je pense à la France, puisqu'il le répète à longueur d'interview. Comme toutes les personnalités qui ont des grandes ambitions, elles disent que ce n'est pas pour elles-mêmes, mais pour le pays. Oui, donc quelque part, je crains que cette idée de la primaire soit déjà, alors qu'il est, dépassée dans la mesure où certains candidats ont déjà annoncé leur candidature à la présidentielle. Et peut-être y aura-t-il un candidat surprise qui raflera la mise à l'arrivée à la présidentielle. Un mot, Rachida Kaout ? Ah bah oui, alors j'ai toutes mes chances pour 2027 alors. Quand proposez votre candidature. Je vois tout ce climat. Merci à tous ceux qui ont pris la parole au 0826 300 300. Merci à vous, Frédéric Dabi. Je rappelle votre livre coécrit avec Brice Sokol. De l'écharpe et les tempêtes. L'écharpe et les tempêtes, c'est votre livre aux éditions de l'Aube. Vous vouliez faire un coup de cœur sur les rapide, c'est la belle tenue des athlètes français aux Jeux d'hiver. 15 médailles d'or, c'est un record presque absolu puisqu'on a égalé le record. Et puis surtout, Martin Fourcade qui reçoit une médaille 16 ans après suite à la reconnaissance du dopage de son adversaire en 2010 à Vancouver. Voilà. Et pourtant, il était plus à une médaille près. Ouais, là, il en a 7 en or. Ces Jeux olympiques à Milan sont magnifiquement organisés. Milan Cortina, il faut le dire, gros succès. Il faut qu'on soit à la hauteur en 2030. Et Cortina, c'est magnifique. Effectivement, vous avez raison de le dire. Merci Frédéric Dabi, Noémie Alioua, Romain Marsili et Rachida Kaout. La parole à un autre athlète. Perico Légas, bonjour. Bonjour Jean-Marie. Dans tous vos états. Eh oui, dans tous les états, parce qu'il y en a qui sèment le vent, ils veulent pas récolter la tempête. Donc, on va voir avec le sénateur Stéphane Ravier, qu'est-ce qui prend aujourd'hui à monsieur Mélenchon de s'indigner contre un phénomène qu'il a plutôt lui-même un peu incité. Donc, voilà. Ensuite, on verra, veuillez cacher ce suicide que je ne saurais voir. Les gens qui se donnent la mort aujourd'hui sont souvent mis de côté. Et on verra avec Edgar Mermet de quoi il retourne. Et puis, de 13 à 14 heures, je recevrai
Fabrice Léguéry, qui va nous parler. Le Parlement européen a enfin pris conscience qu'il y avait un problème migratoire et cherche des pays tiers où on pourrait renvoyer les gens que nous ne voulons plus en Europe. Eh bien, rendez-vous juste après le journal de midi. Prenez la parole, 0826 300 300 à toute heure de la journée. Perico Légas vous attend. Ça s'est passé dans le grand matin